Mes chers camarades, bien le bonjour, bien le bonsoir, voilà, peu importe l'heure où vous nous regardez, si jamais vous nous regardez en rediffusion, et donc bonjour à tous ceux qui nous regardent ce soir. On accueille un invité incroyable ce soir, il s'appelle Sébastien Richez et ensemble nous allons parler de l'histoire de la Poste puisqu'il est docteur en histoire contemporaine et il travaille particulièrement sur les mobilités postales et ce qu'on appelle les totems de la Poste, les objets, les symboles, les pratiques ainsi que la place de l'institution dans les représentations culturelles. Sébastien Richez, qui est historien depuis 2004 au Comité pour l'histoire de la Poste, qui a été créé en 1995 et dont la mission est de contribuer à une meilleure connaissance de l'histoire de la Poste de l'Ancien Régime à nos jours. Ça fait quand même une belle période. Elle soutient donc et anime auprès du monde académique la recherche fondamentale ou appliquée, fait de la collecte d'archives orales et valorise les résultats auprès des postiers et du grand public par des publications et des conférences. En gros, le boulot de ce comité, c'est de faire de la vulgarisation auprès du grand public pour éviter que on raconte des âneries sur l'histoire de la Poste, tout simplement. Et c'est pour ça que Sébastien Richez est là ce soir. Il est avec nous pour défoncer quelques clichés. D'ailleurs, il a sorti un bouquin qui s'appelle Un postier dans la Grande Guerre, Augustin Alphonse Marty, 1862-1940, le réformateur de la Poste militaire, qu'il a sorti en 2017. Bonsoir Sébastien, comment vas-tu ? Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous les gens. Les internautes, oui, je vais très bien et je suis ravi d'être parmi vous pour participer à cette émission, à ce live. Qu'on a intitulé donc « Et si on cassait les clichés sur la Poste ?» Le titre est intéressant parce que comme tu le disais, un historien à la Poste, ça va déjà à l'encontre d'idées potentielles, c'est-à-dire que peut faire un historien dans cette maison? Oui, ça c'est la question qui vient tout de suite. Alors je précise donc que vous l'avez compris quand même, vu que Sébastien travaille donc pour le comité pour l'histoire de la Poste. Ce live est sponsorisé par la Poste. Je le précise, mais vous l'aviez compris. Alors Sébastien, effectivement, quand on parle de la Poste, on pense surtout aux gens qui distribuent le courrier. Mais en fait, on n'imagine pas forcément un historien. Pourquoi la Poste aurait recruté un historien? Parce que d'abord, la Poste est une institution très importante dans notre pays. Tout le monde connaît la Poste, tout le monde a donc quelque chose à dire sur la Poste, et elle possède un patrimoine en lien avec son ancienne existence. Et je dirais que ma fonction est reliée à plusieurs raisons. D'abord, un héritage. Dès la fin du 19e siècle et avant la Première Guerre mondiale, l'École nationale supérieure des PTT, c'est-à-dire c'est une grande école de la République qui formait les cadres supérieurs de la nouvelle administration des PTT, commençait déjà à s'interroger sur la conservation des premiers objets du service postal. On était avant la Première Guerre mondiale. Et puis après, dans l'entre-deux-guerres, et même autour de la Seconde Guerre mondiale, un certain Eugène Vaillé, qui était docteur en droit, lui, et qui travaillait pour la bibliothèque du ministère des PTT, qui était l'une des plus grandes bibliothèques des administrations civiles de la République, a déposé un projet de musée de la Poste, mais aussi de maison de la philatélie. Musée qui s'est concrétisé en 1946 et qui existe toujours, qui depuis les années 70, qui est installé à Paris, le long de la gare Montparnasse, boulevard de Vaugirard. Donc ça, c'est le deuxième ancrage. Je précise quand même qu'on a fait un film avec Nota Bene là-bas, puisqu'on a un film sur l'histoire de la Poste qui est disponible sur Nota Bene, que vous pouvez retrouver sur la chaîne principale si vous voulez en savoir plus. Oui, tout à fait. Et ce même Eugène Vaillé a commencé à écrire des livres d'histoire sur la Poste, qui était un peu une institution et un objet impensé dans l'historiographie générale de la France. Et il a posé sa patte sur un premier discours historique sur l'institution. Il faut dire qu'il était bien placé. Il était le conservateur du musée de la Poste. Il avait accès à beaucoup d'archives et il a commencé à écrire les premiers textes. D'ailleurs reconnus en son temps, dans les années 50, par les plus grands historiens, l'école des annales, disait-on, les plus grands historiens de son époque pour la qualité de son travail. Ensuite, on passe dans les années 80, Louis Mexando, ministre des PTT de François Mitterrand, la gauche au pouvoir, qui s'avère être agrégé d'histoire et qui va créer un premier comité d'histoire des postes et télécommunications dans son ministère de 84 à 86. Ça ne va pas durer bien longtemps, mais
Cette première tentative va revenir à l'ordre du jour lorsque la Poste va changer de statut en 90 et que son second président de la nouvelle entreprise publique, qui était un féru d'humanité, il s'appelait André Darigrand, il est décédé aujourd'hui, a créé donc ce fameux comité pour l'histoire de la Poste, à l'inspiration aussi d'un grand historien des transports qui s'appelait François Caron, qui est décédé aussi, historien des chemins de fer et des transports. Donc André Darigrand a promu ce comité pour l'histoire de la Poste. André Darigrand, c'est quelqu'un qui a aussi créé un service des archives dans la nouvelle entreprise de la Poste pour bien gérer les fonds absolument colossaux de cette nouvelle entreprise. Il a aussi créé une fondation d'entreprise La Poste qui s'intéresse à la défense de la langue française et à la promotion de l'écriture et de toutes les formes d'écriture. Donc, je fais partie de ce mouvement visant à insérer la Poste dans des dimensions culturelles, patrimoniales et sociétales depuis un temps très ancien. Et mon travail, je ne le fais pas tout seul, je l'ai signalé, je travaille avec le musée de la Poste, mes collègues de la Fondation et des Archives, mais aussi mes collègues de la Bibliothèque historique des Postes et Télécoms, dont je parlais tout à l'heure à propos de Vaillé, et qui me permettent d'avoir accès à des archives, à des sources, d'avoir de la matière première et d'échanger sur des dimensions importantes. Donc c'est un travail en réseau, et c'est un travail passionnant et original. Mais alors du coup concrètement, ton taf à toi, il consiste à quoi, que ce soit à l'externe ou à l'interne? Tu vas faire des interventions en gros pour débunker un peu des fausses idées sur la Poste, ou alors tu en interne tu essayes de promouvoir une certaine vision de la Poste un peu plus historique, ou ça se passe comment? Écoute Benjamin, je suis un peu tout terrain. Il m'arrive d'intervenir en externe. Alors, soit auprès du monde universitaire et académique. Chaque année, j'interviens dans un séminaire d'histoire des transports à la Sorbonne, par exemple, si tu veux un exemple. J'interviens aussi auprès de colloques ou de programmes de recherche académique qui ont besoin d'une expertise ou d'un savoir sur l'histoire de la Poste. Et j'interviens aussi en interne auprès des postiers pour leur faire découvrir l'histoire de leur entreprise aujourd'hui, mais de l'institution sur le temps long dans laquelle ils travaillent, alors que ce soit des gens qui travaillent au courrier, des gens qui travaillent au colis, des gens qui travaillent auprès de la banque postale, mais aussi des métiers moins attendus, comme la logistique urbaine, comme les postiers qui s'occupent aussi de faire passer l'examen pratique du code de la route, comme les services aux personnes, comme la téléphonie mobile. Enfin, désormais, la Poste, c'est un panel d'activités et de métiers absolument large, dont les Français n'ont pas toujours idée. Et moi, à la demande des directions, des métiers, mais aussi de la direction générale, je suis rattaché à la direction générale de l'entreprise, mais j'apporte des éléments d'expertise, aussi en lien avec l'actualité de cette entreprise. Tu sais, tu as fait déjà des interventions sur ces sujets-là, mais la Poste est liée aussi aux grandes commémorations nationales, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. La Poste a une actualité patrimoniale et historique très riche. Et pas plus tard qu'en début de semaine, on en a parlé avec l'inauguration de l'Hôtel des Postes de Paris, rue du Louvre, qui a une dimension très parisienne. Les provinciaux ignorent peut-être ce que peut être ce bâtiment, mais les Parisiens en ont une très bonne idée et sont toujours très impressionnés de voir et d'entendre parler de l'histoire un peu spécifique de ce bâtiment, à la fois pour la ville de Paris, mais pour la République également. Donc voilà la nature de mon travail, sachant aussi que je fais de la recherche fondamentale et que je l'accompagne. Par exemple, le Comité pour l'Histoire soutient des étudiants en master ou en thèse d'histoire, de socio-histoire, de géo-histoire, qui ont un sujet qui intéresse ou qui touche à la Poste. Moi-même, j'ai été étudiant plus jeune, de l'autre côté de la glace, et j'ai fait ma thèse cofinancée par le service dans lequel je travaille. Donc, c'est aussi une aventure pour moi qui continue, mais dans une autre position. Et j'ai aussi un métier de transmission. Je suis un peu un passeur pour continuer à susciter l'intérêt autour de cette institution. C'est intéressant, c'est parce qu'il y a quand même pas mal d'étudiants qui regardent aussi les entretiens. Donc voilà, si vous regardez cet entretien et que vous avez un projet en rapport, sachez que vous pouvez avoir des sous peut-être pour continuer vos recherches. Ça peut être intéressant d'avoir un soutien. Oui, figure-toi Benjamin que la Poste n'est pas la seule à le faire. EDF, la SNCF sont aussi des anciennes grandes corps d'État qui sont devenus entreprises encore publiques ou un peu moins, mais qui ont un intérêt pour le patrimoine et la recherche et qui peuvent accorder des bourses de recherche à des étudiants qui déposent des projets en master ou en thèse. Donc c'est vraiment un champ dynamique. On est en France, on est passionné d'histoire et de patrimoine. Tu es bien placé pour le savoir et des entreprises font des efforts
pour contribuer aussi à leur image de marque en société. Alors, tu as évoqué vite fait la Poste du Louvre. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous suivent qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit, même si j'en ai quand même parlé sur Instagram. N'hésitez pas à suivre. Donc, c'est vrai qu'on est le 11 au moment où on tourne cette émission. L'inauguration a eu lieu le 10 et c'est quand même un bâtiment donc là qui a été dernièrement en rénovation et donc il a fermé en 2016, il me semble, et donc il vient de rouvrir après ces travaux de rénovation. C'est un bâtiment qui était quasiment ouvert 24 heures sur 24, qui a été construit en 1886, donc c'est quand même pas récent. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi c'est important, alors pour la Poste, mais aussi pour les Parisiens, d'un point de vue du patrimoine? Historiquement, c'est le navire amiral du service postal, qu'il ait été administration ou qu'il ait été ces dernières années entreprise, le navire amiral de la Poste en France. D'abord, c'était le plus grand, le plus puissant, celui qui drainait le plus d'usagers devenus clients dans une année d'activité. Voilà. Ensuite, c'est le bâtiment qui a été inauguré en août 1888, un an avant la Tour Eiffel et l'exposition universelle de Paris en 1889. Il ne faut pas oublier ce contexte historique qui, à l'époque, faisait considérer la Poste et ses modernités comme un élément de progrès économique, social et technologique pour la République. Le bâtiment, lorsqu'il est inauguré, fait l'objet d'une inauguration extraordinaire, malgré des problèmes techniques. Figure-toi qu'on y installe les premiers monte-charges qu'on connaît dans des bâtiments verticaux dans Paris, et que ces monte-charges ne fonctionnent pas très bien au début, d'où le décalage entre la fin de la construction du bâtiment en 1886 et l'inauguration en 1888. Les postiers sont déjà un peu à l'intérieur, mais comme tout ne fonctionne pas très bien, il n'est pas encore ouvert au public. Et ce bâtiment va rapidement devenir emblématique de l'expansion de la Poste. D'abord, ce bâtiment, il est emblématique des hôtels des Postes tels qu'on va les trouver un peu partout dans les chefs-lieux de département, dans les grandes villes de France, et qui voit une nouvelle organisation du travail se mettre en place, c'est-à-dire le tri et la manutention du courrier sur des grands plateaux par de nombreux manutentionnaires et les facteurs pour préparer les tournées et préparer l'expédition des sacs. Ce bâtiment va devenir, notamment pendant la Première Guerre mondiale, le cœur de l'organisation postale du pays en guerre, qui va permettre à la France, et tu en as parlé gentiment en évoquant mon livre, mais grâce à la réforme de Marty, de mieux mélanger poste civil et poste militaire. Le sujet est un peu complexe, mais figure-toi qu'à l'époque, la poste militaire ne porte de nom que poste et elle n'est pas du tout gérée par les postiers. C'est le ministère de la Guerre et le ministère des Finances qui s'occupent du courrier pour les poilus et l'organisation militaire. Et ça marche absolument pas lors des 6 premiers mois du conflit. Donc on est à 2 doigts d'une faillite morale dans la nation, puisque les poilus ne reçoivent pas correctement leur courrier. Et ça peut difficilement durer, tu vois. Donc, pour la Première Guerre mondiale, c'est un lieu essentiel. Et dans la seconde, dans Paris occupé, c'est un endroit où les Parisiens, mais surtout les postiers, vont se soulever au moment de l'arrivée de la 2e DB dans Paris, en août 1944, et vont prendre les armes pour harceler les Allemands, qui vont voir là cet immense bâtiment se barricader un peu partout et voir des tireurs embusqués aux fenêtres et harceler les Allemands. Donc le bâtiment va prendre une part importante en termes d'histoire administrative et aussi d'histoire de la rébellion et du soulèvement de Paris contre l'occupant dans l'histoire nationale. Donc on en parle peu, on parle souvent du navire amiral de la Poste et de tous les nombreux services qui ont pu naître ou être un instant hébergés dans cet hôtel des Postes. Le début des comptes chèques postaux, ça se fait à Paris-Louvre dans les Combes. Le début du secrétariat du Père Noël, ça se passe aussi dans les Combes de Paris-Louvre. Le service des rebuts du courrier, qu'on appelle aujourd'hui centre de recherche du courrier, ces courriers qui se perdent, c'était aussi dans l'hôtel des Postes de Paris rue du Louvre. Donc c'est tout un tas de services-là, et c'est aussi pour beaucoup de postiers du XXe siècle, un peu une Madeleine, avec beaucoup de sympathie pour ce bâtiment, parce que à chaque fois que vous aviez un postier qui passait les concours administratifs et qui était nommé en Île-de-France ou muté en Île-de-France, il y avait un passage obligé pour la formation dans ce bâtiment colossal qui a pu héberger jusqu'à presque 6000 personnes dans les années 60-70. Donc c'est vraiment un petit village
ou un gros village à une petite ville, avec un esprit de corps et une particularité de service qui ont marqué des générations. C'est pour ça que la réouverture de ce bâtiment, qui va être conservé par la Poste, elle va en rester propriétaire, mais qui marque ces modernisations et ces évolutions contemporaines de la Poste, puisque le bâtiment va être ouvert à d'autres types d'activités, soit postales, soit partagées en termes d'économie et en termes de présence d'autres services publics et de services pour les Parisiens. Et c'est vraiment une histoire particulière et assez emblématique de ce que cette institution a vécu depuis les années 1880. Donc c'est un point. Pour un historien, travailler sur ce sujet et voir ce bâtiment rouvrir après tant d'années de travaux et après l'histoire riche qu'il a vécue, c'est fondamental. C'est un des derniers bâtiments de Paris qui n'a pas fait l'objet, par exemple, d'une publication et sur lequel les Parisiens connaissent des choses, le fameux folklore du dépôt de la lettre avant minuit pour la déclaration d'impôt à l'époque où elle était encore faite sous papier, et du cachet de la Poste faisant foi. Voilà, ce folklore-là est maîtrisé par des générations de Parisiens. Mais pour ce qui est de son histoire générale, c'est un peu moins connu. Alors, justement, tu parles d'institution de la Poste. De quand ça date précisément? Parce que quand on a préparé cette émission, tout de suite, tu as remonté ton mécanisme et t'as dit, alors, par contre, Louis XI, faut arrêter. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est un vrai sujet de débat lié aussi au progrès de la recherche historique. Au début, Eugène Vaillet lui-même validait cette création de la Poste sous Louis XI, c'est-à-dire dans le deuxième tiers du XVe siècle. Et puis depuis, d'autres chercheurs et d'autres historiens, mais même pas spécialistes de la Poste, ont aussi avancé d'autres pistes et ont trouvé des analyses différentes. L'idée de Poste, c'est-à-dire pas la naissance d'une institution, mais l'idée d'une mise en relation entre les êtres humains, est aussi ancienne que la volonté de ces mêmes êtres humains de faire société et de vivre dans des organisations sociales et politiques. Les grands empires antiques, l'empire chinois, l'empire perse, avaient des organisations qu'on dira postales dans le sens où un système technique ou humain servait à transporter ou bien une information orale ou bien une information écrite sur un parchemin ou gravée sur un morceau de bois ou de marbre, soit. Si on veut faire une meilleure localisation et revenir à notre monde occidental et à l'ancêtre de la France, la Gaule, l'idée de Poste, elle se matérialise sous l'Empire romain par l'empereur Auguste, qui va créer le cursus publicus. Et là, je fais un clin d'œil à Goscinny et Uderzo, qui, dans le Tour de Gaulle, qui est publié dans les débuts des années 60 dans la revue Pilote, première planche, glisse cette analogie entre le cursus publicus et la Poste, sur deux planches. J'invite les internautes à aller voir la BD et à retrouver le logo de la Poste dessiné sur la toile d'un char sur lequel Astérix et Obélix sont montés pour donc rapidement faire une étape de leur tour de Gaulle. Mais ces deux auteurs mythiques avaient déjà, évidemment avec un clin d'œil et un chouïa d'anachronisme, bien évidemment, évoqué ce rôle et cet apport important du cursus publicus. Le cursus publicus, qu'est-ce que c'est? Sur des routes en parfait état, c'est la possibilité de circuler au galop pour transporter l'information, moyennant des péages à franchir. Soit Charlemagne et ses missi dominici ont aussi pensé une dimension postale, puisque ceux-ci avaient aussi des messages à transporter vers les vassaux de Charlemagne partout dans l'Empire. Louis XI, en fait, il réinvente des pratiques un peu oubliées, et il les met au service de son pouvoir royal qui est en pleine expansion et qui est en train de structurer un vrai royaume. Voilà. Mais on est très très loin de l'idée de Poste telle qu'on pourra l'imaginer, par exemple, sous Henri III ou Henri IV, qui vont déjà donner des consignes à leurs messagers pour que ceux-ci puissent accepter une correspondance qui ne soit pas royale ou en lien avec le gouvernement de la cour. Plus tard, Napoléon, entre son rôle de premier consul et son accession à la tête de l'Empire, va aussi penser une dimension beaucoup plus administrative et financière de la Poste, en faisant une administration générale dépendant du ministère des Finances. On est en 1804. Et puis la Poste, au sein d'un ministère des communications, avec le télégraphe et les téléphones, eh bien c'est la période 1879-1889. Et puis plus tard encore, si on veut parler, Benjamin, du logo, que tous les Français connaissent,
eh bien, sa création remonte au début des années 60. 1960-62, ce sont les 2-3 années où les PTT, pas seulement la Poste, les PTT dans leur intégralité, Poste, Télégraphe et Téléphone, vont se doter de la couleur jaune et du fameux logo qu'on appelle oiseau postal ou fusée postale. Symbole et couleur dont la Poste va hériter à la fin des années 70, quand les télécoms vont déjà un peu s'autonomiser au sein des PTT et récupérer la couleur bleu nuit et le fameux clavier stylisé que les gens peuvent trouver sur Internet également. Je les invite à aller voir l'histoire du logo, c'est assez fascinant. Et puis, si on avance encore dans le temps, la marque La Poste, c'est-à-dire avec une norme, un pantone de couleurs bien précis et une façon d'écrire le terme La Poste avec une majuscule à L et une majuscule à P, eh bien, ça naît au milieu des années 80, lorsque l'administration, elle est encore administration, dépose à l'INPI, l'Institut national de la protection industrielle, la marque La Poste pour la protéger, et ce qui précède de quelques années le changement de statut de La Poste, quittant le giron de l'administration d'État pour devenir une entreprise publique en 1990. Donc tu vois, Benjamin, je t'ai dressé une chronologie assez longue qui témoigne que, en fait, trouver une date de création à La Poste serait réducteur, et je pense que réfléchir plus en accolant l'institution, une sorte de roman national aux grandes évolutions politiques, institutionnelles et culturelles, est beaucoup plus riche pour aujourd'hui une entreprise qui se cherche un avenir et qui doit compenser la disparition du courrier. Moi, je crois en ce discours. Tu veux dire dans votre manière de communiquer, en tout cas, c'est ce qu'il faut pouvoir... Oui, je pense que, en plus, je sais pas, voilà, nos auditeurs sont plutôt jeunes et plutôt portés sur des choses un peu récentes. Je suis pas sûr que Louis XI, ça leur parle, plus que d'autres d'ailleurs. Et je pense qu'il y a plusieurs rois qui ont mis leurs pattes sur cette institution jusqu'à construire les grands cadres tels qu'on peut la connaître encore aujourd'hui, qui se passe vraiment au 19e siècle. Le 19e siècle est un siècle fondamental pour la Poste. Alors, on peut y venir justement parce que le développement du chemin de fer, c'est quand même une étape extrêmement importante dans le développement de la Poste. Et justement, quand on a préparé l'émission, et puis moi, ça fait un certain moment que je travaille aussi avec la Poste via tout ce qu'on a fait sur Instagram ou sur YouTube depuis plus d'1 an maintenant. Et c'est vrai que une des volontés de la Poste, c'est aussi de montrer que oui, ils essayent d'innover, même technologiquement, de dire voilà, on essaye de mettre des nouvelles technologies au service de la Poste pour vivre aussi avec notre temps. Est-ce que cette innovation-là, elle est récente, ou est-ce que finalement la Poste a toujours évolué avec son temps et essayé de proposer des choses? Je prendrai la seconde option de ta question, Benjamin, parce que sans cet aspect-là, la Poste aurait disparu déjà potentiellement 2 ou 3 fois dans l'histoire, à cause justement de chocs technologiques qui menaçait déjà l'intégrité de son activité. Je vais citer un exemple qui va parler à tout le monde et qui va montrer la relativité des choses. L'électricité s'étend et se démocratise doucement dès la fin du 19e siècle, et un penseur du futur, qui est contemporain de Jules Verne et qui s'appelle Albert Robida, sort un ouvrage en 1894 qui s'appelle La vie électrique. Et dans La vie électrique, Albert Robida, qui est un lettré, un sachant, donc il utilise la Poste régulièrement pour sa correspondance, donc il connaît le facteur depuis une trentaine d'années. Le passage du facteur se fait partout en France depuis le début des années 1860, 63, 64, le passage quotidien des facteurs, même le dimanche en France. Donc depuis une trentaine d'années, les Français voient ce personnage dans le paysage. Lui, Robida, il lie le développement de l'électricité à la mort annoncée du métier du facteur. Parce que selon lui, le flux électrique permettra de transporter les informations que le facteur transporte, à savoir la presse et les lettres. En gros, Robida, qui conceptualise l'ancêtre d'Internet, un des ancêtres d'Internet, l'appelle le téléphonoscope. Et le téléphonoscope, c'est une sorte d'écran couplé à un téléphone très ancien qui doit permettre aux Français de recevoir des informations et de communiquer entre eux via le flux électrique. Et donc, il en tire la conséquence qu'il y aura bientôt plus besoin du facteur. Premier danger mortel pour la Poste, l'électricité au tournant du 19e et 20e siècle. Tu vois, aujourd'hui, la digitalisation va faire disparaître dans les grandes largeurs le courrier, mais va aussi faire naître d'autres, ou renaître d'autres principes liés à l'idée même de Poste.
Puis on imagine que, enfin, j'imagine que les gens écrivent sûrement moins des lettres qu'ils envoient comme ça par la poste. Enfin, moi, je sais que c'est quand même très rare. C'est vraiment pour faire plaisir à quelqu'un qu'on qu'on aime bien, ou vraiment à une vieille personne en général, on envoie une petite lettre, ça fait plaisir. Mais par contre, bon, il y a les colis, quoi. Moi, je reçois énormément de colis. Alors, figure-toi que pour le premier aspect de la lettre et des gens qui écrivent la lettre, qui n'écrivent plus, c'est pas un phénomène récent. Je vais te donner un chiffre qui va peut-être te faire tomber de ton siège, mais déjà au début des années 80, les lettres interpersonnelles représentent moins de 25% du total des flux de courrier. Les 75% restants sont liés à l'activité économique, médicale, notariale, judiciaire, politique et administrative du pays. Au début du XXIe siècle, les courriers interpersonnels oscillaient entre 3 et 5%. Tu vois, il y a 20 ans. Donc, c'est déjà un phénomène que la Poste maîtrisait et qu'elle savait déjà. Non, la grande nouveauté, c'est que toute l'activité économique et administrative qui utilisait le courrier et avait recours en masse au courrier s'est dématérialisée et a fait fondre en une dizaine d'années les chiffres du courrier. Je vais donner un chiffre aux auditeurs pour que le vertige continue à être présent entre nous. Il y avait 3 milliards de plis d'objets de correspondance en 1913 en France, avant la Première Guerre mondiale, qui représente le pic massif de croissance du courrier. On va passer en 1913 de 3 milliards à 1918 à 12 milliards. 3 milliards à 12 milliards. Certes, faut absorber, quoi. Certes, le contexte de guerre et certaines mesures de franchise pour le courrier des poilus envoyés et reçus expliquent tout ça, mais pas seulement. Donc 3 milliards en 1913, presque 22 milliards au début du XXIe siècle, encore, avant la survenue massive du digital et de la dématérialisation. Donc 3 milliards 1913, 22 milliards fin des années 90, début des années 2000, 3 milliards à nouveau prévus pour 2030. Il faut que les gens comprennent que pour une institution devenue entreprise dont l'essentiel du chiffre d'affaires était fait sur l'activité courrier, c'est la peur du vide absolu. Je crois que dans l'histoire nationale, hormis les mineurs et le métier du charbon, on n'a pas connu telle disparition d'une matière première, parlons d'une matière première lorsqu'on parle du courrier, qui peut faire craindre le pire. Donc évidemment, on saisit mieux ce qui peut concerner la poste, les postiers, la direction générale de l'entreprise et sa tutelle devant un tel mur. Alors, pour ce qui est du deuxième pan de ton analyse, c'est-à-dire, certes, beaucoup moins de courriers, mais beaucoup de colis, autre idée à rebours de ce qu'on pourrait croire, le colis, ce n'est pas un objet naturellement postal. À la fin du XIXe siècle, la Poste française, dans le cadre des grandes conventions internationales des postes entre tous les opérateurs, va décider de ne pas s'occuper du colis, du traitement du colis, parce qu'elle estime qu'elle n'aura pas les capacités humaines et techniques pour s'occuper de cette typologie de flux, tout en volume et en poids. Contrairement à d'autres postes en Europe qui vont s'en occuper, la poste allemande, la poste italienne, etc., etc. Et ça va être donc, ce sont les compagnies privées de chemin de fer ou des compagnies de roulage privées sur la route, hippomobile puis automobile, qui vont proposer les services autour des objets volumineux. Mais il y a une faille dans la typologie des objets de correspondance de la Poste qui prévoit que des échantillons ou des petits paquets peuvent se glisser doucement dans le trafic et sont considérés comme des lettres. Et ça va être une lutte quasiment centenaire tout au XXe siècle et une configuration de relations entre la Poste, les compagnies de chemin de fer devenues la SNCF, les compagnies aériennes, Air Inter puis Air France, pour savoir qui s'occupe de quoi en fonction de tel poids et de telle direction. Je fais très simple. J'ai publié un livre avec un chercheur du CNRS il y a aussi pas très longtemps qui porte sur la messagerie postale. Vous pouvez le trouver si ça vous intéresse. Mais c'est un maelstrom, une complexité infinie qui, bon an, mal an, finit par voir la Poste se positionner comme un acteur majeur et conquérir des tranches de poids successives à partir des 30 Glorieuses. D'abord jusqu'à 1 kg pendant la Première Guerre mondiale, notamment par mesure et nécessité publique pour acheminer des vêtements aux poilus, pour acheminer des petits produits aux poilus, etc., etc. La Poste va accueillir des paquets de 1 kg, puis après 3 kg, puis 5 kg, puis 7 kg,
à la fin des années 70, qui font qu'aujourd'hui, la Poste, en France en tout cas, est devenue le leader du paquet qui a changé de nom. On parle aujourd'hui de colis, plus paquet. Et qui fait aussi que, à la fin de cette décennie, Benjamin, accroche-toi, la Poste fera près des 2/3 de son chiffre d'affaires à l'international sur cet objet, qui est le colis. Et donc là, on a évidemment un changement de paradigme incroyable, un changement d'objet à traiter incroyable, de l'objet plat à l'objet volumineux, avec une transformation technologique nécessaire dans un temps record. On parle de là d'une grosse dizaine d'années pour adapter l'outil industriel, les métiers et les organisations de la Poste à cet objet pas naturellement postal. Pas naturellement postal. Ouais, on le voit, il faut pouvoir encaisser des sacrés coups de pression entre le début de la Première Guerre mondiale avec le x4 sur le courrier et là, cette transition un peu hard, il faut bien le dire. C'est vrai qu'il y a des beaux challenges à relever. Mais alors justement, revenons-en, tu parlais tout à l'heure du 19e siècle et de l'essor du chemin de fer. Parce que l'essor du chemin de fer, bon, ça a été une révolution pour la Poste, ça a été une révolution pour tout le monde finalement, parce que d'un seul coup, ça a réduit toutes les distances, il y a eu un changement dans la perception de la temporalité et des distances. Quel impact ça a eu sur la Poste et comment est-ce que la Poste d'ailleurs s'est adaptée à ça? Avant le chemin de fer, la Poste achemine le peu de courrier qu'elle a traité. On est sous l'Ancien Régime et on est dans le premier tiers du 19e siècle. Elle l'achemine par la Poste aux chevaux, ce qu'on appelle l'organisation de la Poste aux chevaux, qui basée sur les malpostes, donc c'est une sorte de carriole qui circule au galop sur les routes principales du royaume, de relais en relais, achemine les courriers vers les principales directions. Les maîtres de poste tiennent les relais, qui sont des auberges ou des fermes placées à des endroits stratégiques à la sortie de certaines villes ou villages, au croisement de routes principales, et qui peuvent accueillir donc un service d'hôtellerie, un service de restauration, et puis un service de relais des chevaux. C'est-à-dire qu'on change son cheval et on change aussi le postillon, c'est-à-dire cet employé dépendant d'un relais qui accompagne les chevaux d'un relais à un autre et qui ramène les chevaux au relais précédent à chaque fois qu'ils ont été changés. Donc c'est ce système qui préside encore massivement au premier tiers du 19e siècle. La survenue du chemin de fer pour la Poste, c'est la décision d'ouvrir assez rapidement, en 1845, de demander le placement de ce qu'on va appeler un wagon-poste et de voir la naissance du service des ambulants, un wagon-poste placé dans un convoi de chemin de fer entre Paris et Rouen en 1845. Donc la Poste, assez rapidement, va anticiper le fait que la révolution de la vitesse apportée par le chemin de fer peut lui apporter une révolution de la vitesse dans l'acheminement des lettres. Il faut plusieurs jours, il faut 12 jours, notamment, entre 10 et 12 jours, pardon, en fonction de la saison, de l'état des routes, pour envoyer une lettre de Paris à Marseille à la fin du 18e, début du 19e siècle. Avec le chemin de fer, on va diviser par 4 ou 5. 3, 4 ou 5 en fonction des horaires et de l'organisation. 2 à 3 jours. En tout cas pour l'acheminement, sans la distribution ensuite. Donc c'est une révolution, tu l'as dit, du temps, mais pas seulement, des espaces-temps. Des espaces-temps dont la Poste va s'emparer rapidement. À la fin du 19e siècle, il y a près de 300 circuits de postes ferroviaires, 300 wagons, 300 routes de postes et de courriers acheminés par les chemins de fer. La Poste aux chevaux va mourir et elle va être démantelée à partir des années 1870. Donc pendant près d'une trentaine d'années, la Poste va faire cohabiter en matière de prestations de transport et la Poste aux chevaux et la Poste ferroviaire pour l'acheminement. Alors ça ne va pas se faire sans heurts, hein. Les métiers autour de la route et de la Poste aux chevaux vont progressivement disparaître. Les relais de poste, les maîtres de poste et les familles qui avaient acheté ces brevets auprès du pouvoir, puisque c'était des charges, on les achetait, vont se trouver rapidement, sinon ruinés, du moins avec tout un pan de leurs revenus disparaissant. Les postillons vont voir leur utilité disparaître. Les courriers, c'est-à-dire les personnages, les employés des postes qui accompagnaient les sacs de dépêche de relais en relais et qui allaient d'un point A au point terminal du transport, vont aussi progressivement disparaître de la route pour être plus affectés
au chemin de fer dans des conditions de travail radicalement différentes. Donc c'est une vraie translation et déjà une première transformation à grande échelle des métiers de la poste, déjà dans le transport au 19e siècle. Et alors dans ces wagons de la poste, on arrivait à trier le courrier pendant que le train roulait. Tout à fait, avec des ambulants, parce que le mot ambulant, s'il évoque aussi l'organisation ou le wagon, il sert aussi à désigner les postiers qui travaillaient à l'intérieur de ces wagons et qui étaient des experts, parmi les experts du tri à toute vitesse et en précision des lettres. Parce que figure-toi que, par exemple, sur un transport ferroviaire entre Paris et Lyon, évidemment, le train s'arrêtait à différentes gares intermédiaires. Et il fallait qu'au premier arrêt d'une gare, les dépêches et les lettres qui devaient être descendues à cette gare soient déjà triées. Donc il fallait une organisation redoutable et une capacité de tri à la minute et à l'heure bien au-dessus de la moyenne pour que ces postiers, qui se surnommaient à la fin du 19e et tout le 20e siècle les seigneurs de la poste, soient en capacité d'assurer le travail. C'était un corps absolument incroyable au sein des PTT. Les ambulants ont été dissous au milieu des années 90, 1995, pour différentes raisons de réorganisation, de conquête de l'acheminement par la route et aussi du développement du TGV postal, autre type de transport ferroviaire, mais à l'intérieur duquel on ne triait pas le courrier et où le courrier circulait à la plus grande vitesse terrestre connue par le TGV. Alors, tu nous dis que cette période de transition entre le cheval et le train, ça a duré grosso modo une trentaine d'années. On imagine bien qu'il y a dû y avoir des résistances quand même. Tu nous parles de postes qui ont disparu. Est-ce que ces gens-là, on leur a proposé d'occuper d'autres postes et de les former pour ça, un peu comme ce qui se passe du coup actuellement avec finalement ce changement? Est-ce que ces personnes-là, on leur a dit bon bah désolé, tant pis, au revoir, on va prendre quelqu'un d'autre? Comment ça s'est passé? Parce que on le voit bien, il y a comme tu le disais tout à l'heure, il y a une tradition de la Poste aussi. Moi, j'ai bossé, je sais, pour EDF il y a quelques années en tant que caméraman, et il y avait chez EDF comme à la Poste, il y a cette fierté d'appartenir à cette boîte et à faire tourner le pays. Et en même temps, il y a aussi des tensions en interne parce que faut faire évoluer les choses et que des fois on est quand même tiraillé dans notre quotidien puisqu'il nous lie, à savoir notre boulot au jour le jour. On n'a pas envie de perdre son taf parce que les choses évoluent. Et en même temps, il faut quand même évoluer. Donc j'imagine que pendant ces 30 ans, il y a dû avoir des tensions quand même au sein de la Poste. Alors au sein de la Poste, pas énormément de tensions puisque les postiers qui étaient en lien avec la Poste aux chevaux ont retrouvé d'autres activités, je te l'ai dit, soit chez les ambulants, soit directement à la Poste aux lettres, le traitement et la manutention du courrier. Le problème s'est posé sur les métiers connexes de la Poste aux chevaux, les postillons et les maîtres de poste qui vivaient de l'activité de la Poste aux lettres, mais qui ont vu une partie de leurs revenus disparaître. Alors, ils se sont tournés vers d'autres activités routières, alors peu développées, qui étaient plus prometteuses que réelles. La presse de l'époque et l'imagerie populaire de l'époque est remplie de caricatures, de mentions, de protestations, de lettres aux élus et de manifestations, de tous ces métiers de la route postale en lien avec l'acheminement du courrier. Pour eux, ça a été difficile, mais la transition s'est faite, non pas à marche forcée, puisqu'on le dit, 30 ans de transition, et les choses ont eu le temps d'être ajustées, mais un passage obligé pour l'administration, pour qui l'adoption du chemin de fer était un élément de modernité, comme d'autres adoptions, d'autres évolutions technologiques. On pourrait parler de l'ordinateur à partir et de la micro-informatique et de l'ordinateur à partir de la fin des années 70, le programme d'équipement informatique de la Poste jusqu'au début des années 90. Voilà, il y a des sortes d'étendards dont la Poste s'est emparée et qui témoignaient d'une certaine évolution technologique et donc d'une promotion de la modernité pour une administration, il faut quand même bien l'avouer, qui souffrait quand même d'une légende noire très puissante, visant à dire qu'elle était quand même poussiéreuse et peu innovante. Ce que la recherche et les progrès de la recherche ont démenti depuis 15-20 ans. La Poste est une institution d'innovation, de recherche et de développement absolument majeure, puisque sinon, elle aurait subi le choc des transformations technologiques et d'usage de plein fouet, et elle aurait eu beaucoup de mal à survivre jusqu'à aujourd'hui.
Et alors, est-ce qu'elle l'est un peu trop parfois? Je m'explique. Actuellement, par exemple, tout le monde parle du fameux métavers. Vous avez sans doute entendu parler de ça, hein, derrière votre écran, et que ça va révolutionner absolument tout. Et il y a des gens qui y croient à fond. Il y en a d'autres qui se disent... On s'enflamme un petit peu, ça risque d'être un flop. On ne sait pas ce qui va en être et on verra dans 10 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas la première fois que des industriels ou des grands acteurs économiques s'emballent pour de nouvelles technologies. Est-ce que ça a pu être le cas pour la Poste à certains moments? Alors ils ont pris le train en marche quand il y a eu le chemin de fer, on va le dire comme ça. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres technologies qui se sont développées où là la Poste s'est dit oulala, ça il faut pas qu'on le loupe? Et en fait, c'était pas très judicieux d'y aller. Alors je sais pas si la Poste s'est emballée à propos d'innovations technologiques dont elle aurait pu bénéficier, mais en tout cas, elle a tout testé. Elle a tout essayé, absolument tout. Du transport aérien, maritime, souterrain, même subspatial. Elle a tout testé. Au début des années 60, le CNET, le Centre national des études de télécommunications, travaille avec le constructeur d'avions Latécoère sur un projet de fusée postale. À cette époque, on est en plein contexte de conquête de l'espace, on va marcher sur la Lune, on s'apprête à marcher sur la Lune, et évidemment les PTT regardent ce qui se passe en matière de technologie et va faire des tests en maquette, à vol réel certes, mais en maquette d'une fusée postale. Matra, la toute jeune entreprise Matra à l'époque, et Jean-Luc Lagardère, qui est tout jeune, qui est le numéro 2 de l'entreprise, va même soumettre à la Poste française et à la Poste italienne un projet de fusée pour relier les grandes capitales européennes à grande vitesse en termes de courrier et de colis. Donc évidemment, dans les contextes technologiques, cette institution qui est très poreuse et qui regarde à peu près tout ce qui se fait, regarde du côté des progrès de l'aéronautique et de la conquête spatiale. Alors le projet va être vite abandonné parce qu'évidemment, c'est un coût absolument extravagant relativement à cette quête de la vitesse pour lequel la Poste met là un peu le haut là. Elle le mettra moins lorsqu'elle arrivera sur le terrain du TGV. Lorsqu'en 1984, elle acquiert une rame et demie de TGV, il y a à la fois une dimension de promotion de la technologie française, une volonté de François Mitterrand de promouvoir cette technologie, mais aussi une utilité d'une continuité de la Poste ferroviaire qui se dit qu'avec un TGV entre Paris, Mâcon, Lyon, puis plus tard Cavaillon, eh bien on va mieux desservir le sillon rhodanien, plusieurs grandes villes et grandes régions, et que ça pourra permettre d'assurer les conditions d'acheminement telles que la Poste les envisage alors, c'est-à-dire d'acheminer le plus de courrier possible le lendemain de son dépôt. La fameuse logique du J+1 qui date du début des années 70 et qui a été créée par la Poste elle-même. Ça ne relève pas d'une décision de l'État, d'un décret ou d'une loi. C'est la Poste qui commence à penser dans une naissance de conception marketing, un acheminement du courrier qui soit plus rapide, avec toutes les limites humaines et techniques que ça peut représenter, mais c'est pas grave. On a cet objectif d'atteindre le J+1, qui sera jamais totalement atteint dans les chiffres. Les archives sont passionnantes à regarder là-dessus, mais c'est une dimension technologique, parce que derrière le J+1, il y a des réorganisations techniques, humaines et des progrès technologiques. Donc, je dirais pas qu'il y a eu de l'emballement autour des nouvelles technologies à la Poste, mais il y a eu une capacité à tout tester. C'est ça qui est absolument effarant. Moi, je suis très très déçu de ne pas avoir vu un postier sur la Lune, du coup. Alors, figure-toi que au sein de la Poste, j'ai une collègue à moi qui est spécialiste d'espace et qui a dans son carnet d'adresses le banc et l'arrière-ban des spationautes français et qui imaginait que le sujet postal pourrait être un sujet spatial. Et je crois qu'elle a raison. Parce que derrière le fret, les objets postaux ou le lien postal, il y a une touche d'humanité que certains spationautes expliquent potentiellement s'évaporer ou perdable lorsqu'on n'aura plus la vision de la Terre, lorsque ces spationautes seront en direction de Mars à un moment ou à un autre. Et que cette connexion par l'institution postale est peut-être un des fils d'humanité à garder sur ces voyages au long cours. Je suis fasciné par la capacité de prospective de certaines personnes et en termes d'imagination sur la Poste.
Malgré le fait que Jules Verne n'ait jamais pensé la poste en termes de futur. Tu vois, je reviens à Jules Verne, c'est assez fascinant. Justement, enfin, tu nous parles de ces évolutions technologiques pour aller plus vite et donc livrer le courrier toujours plus vite, à J+1, etc. Est-ce que ça a toujours fait partie de, on va dire, de l'ADN de la Poste, ça, ou est-ce qu'à la base, on était juste content quand le courrier arrivait en entier au destinataire? Alors, tout est relatif dans le temps et dans l'espace, et selon les époques pour lesquelles je vais parler là. Mais figure-toi que le mot la Poste, le substantif, est déjà une notion de vitesse. Courir la Poste, dans l'ancien français, aller en poste, c'est aller au galop et de façon prioritaire, sous l'Ancien Régime. Donc évidemment, cette institution porte en elle la notion de vitesse. C'est original. Je pense que les internautes ont un peu voyagé. La poste allemande, elle s'appelle la Deutsche Post. La poste italienne s'appelle la Poste Italiane. En Espagne, c'est Correo, c'est en Angleterre, c'est Royal Mail. En France, la poste française ne s'appelle pas la poste française officiellement, elle s'appelle la poste. On a utilisé un mot du vieux français, qui tirait du latin positas pour position, qui sert à désigner donc d'abord une sorte de relais, sous le cursus publicus et dans l'Ancien Régime, puis après qui va désigner une notion de distance, parcourir la poste, une notion de vitesse, courir la poste, puis ensuite un lieu, soit le relais où on changeait ses chevaux, puis plus tard, à partir de la naissance des premiers bureaux de poste, toute fin 16e et 17e siècle, le lieu où on ira déposer sa lettre ou chercher une lettre, pour aujourd'hui désigner une entreprise. Imagine le cheminement et les changements sémantiques de ce nom. Mais la base, c'est la notion de vitesse. Donc la quête effrénée de vitesse, elle fait partie de l'histoire de cette institution. Et évidemment, celle-ci s'est arrêtée, cette quête effrénée de la vitesse, à l'occasion de deux moments convergents, Benjamin. Il y a l'émergence et la démocratisation du digital et du numérique. Aujourd'hui, si tu cherches la vitesse ou l'instantanéité, tu passes par ce canal-là. Et deuxièmement, la prise de conscience de la nécessité de considérer l'environnement de façon durable et nos activités de façon durable. Qui dit vitesse, dit surpollution, surconsommation d'énergie, etc., etc. Donc la Poste a ralenti au début du XXIe siècle par plusieurs canaux. Elle a laissé tomber sa compagnie aérienne en 2005, qu'elle possédait, pour le transport du courrier intra-hexagonal. Elle a abandonné la voie du TGV postal en 2015 pour revenir à des vitesses plus raisonnables par la route. Et elle a créé un tarif vert, écologique, une troisième vitesse de courrier, signalant par là même qu'elle levait le pied, et aujourd'hui, et dans les années à venir, ça va être largement abordé, sur en tout cas la notion de courrier. C'est plus le colis qui va endosser cette notion de J+1, parce que apparemment les consommateurs sont pressés de recevoir leur paire de chaussures ou leur ustensile de cuisine le lendemain du jour où ils l'ont commandé. On peut discuter sur ce sujet, dans une planète durable, je trouve que c'est une folie, mais bref, c'est formidable pour les opérateurs postaux, c'est un challenge incroyable. Voilà, donc c'est plus le colis qui va endosser ça, mais la Poste a levé le pied en termes de vitesse de transmission de l'information par la lettre, qui était son média majoritaire. Donc on voit cette inflexion, cette histoire de la vitesse à la Poste, elle aura eu un début, un maximum au XXe siècle, tous azimuts, où on a à peu près tout essayé et tout tenté, et une fin, en tout cas pour la lettre, qui est le milieu des années, au basculement des années 2010. Donc c'est passionnant de voir ce cycle et de voir ses impacts aussi dans la lecture que peut proposer la Poste des espaces-temps dans le pays. Et alors même si les exigences des gens qui utilisent du coup la Poste deviennent peut-être de plus en plus élevées, quand on avait préparé l'entretien, tu m'as dit ouais moi ce que j'aime bien c'est de demander aux gens ce que la Poste leur évoque. Alors il y a plein de trucs qui nous viennent à l'esprit, mais je t'avais dit désolé pour vous, mais c'est vrai qu'un des trucs qui arrive instantanément quand on parle de la Poste, il y a ce cliché du ils ont perdu le colis, ou alors ça met 3 plombes à arriver. Et justement, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus aussi? Est-ce que c'est une exigence de la part des gens qui a augmenté, ou est-ce que c'était déjà le cas comme ça à l'époque? Est-ce qu'il y a eu, pourquoi en fait il y a cette réputation aussi? Est-ce que ça s'explique historiquement? Alors figure-toi que c'est un sujet de recherche que je commence à entrouvrir en travaillant sur la façon dont les Français ont pu percevoir la Poste
son activité, son folklore et la représentation qu'ils s'en font. Je m'explique. La façon dont les Français vivent la Poste au début de la Troisième République, qui en gros pose le cadre de ce que nous sommes en termes de citoyens aujourd'hui. Hein. L'école laïque, gratuite et obligatoire, le droit d'association, la liberté de la presse, toutes ces mesures au profit du citoyen ont été aussi sous-tendues par une mise à niveau de la Poste. Donc à cette époque, on perçoit la Poste comme un acteur, un vecteur de citoyenneté, et on est plutôt ravi de la voir acheminer les choses, mais pas dans un délai et dans des temporalités qui tendent vers l'urgence ou l'impatience. Cette notion, je dois dire que je ne sais pas exactement quand elle naît, en tout cas vis-à-vis de la Poste. Des travaux tendent à montrer que la naissance de la notion de retard, c'est-à-dire de distorsion par rapport à une base attendue, naîtrait entre la fin de l'Ancien Régime et le début du XIXe siècle. Est-ce qu'il faut connecter cette évolution de la notion de retard et tout le côté péjoratif qu'elle endosse à la translation entre malposte, où on se doutait bien qu'en fonction de l'état des routes, en hiver notamment, et des aléas techniques, on cassait une roue, un arbre en travers de la route, etc., avait un impact très fort sur le délai très très élastique de transmission des lettres. Avec le chemin de fer, il y a déjà beaucoup moins d'incertitudes. Et puis avec l'harmonisation des horaires et le fait que la Poste au XXe siècle s'empare du discours sur les temporalités, on va distribuer votre courrier au J+1 après la réforme du courrier de 1969. La Poste qui crée le paquet à délai garanti aussi à la fin des années 1980. Si le délai n'est pas tenu, la Poste s'engage à rembourser le coût du paquet, le coût d'expédition du paquet. Donc là, la Poste s'empare de cette notion de chronopolitique et va le mettre en avant auprès de ses usagers en train de devenir clients dans le langage interne. Donc, cette notion de délai, d'attente, d'impatience, aussi liée au fil d'attente, tu l'évoquais dans le bureau de poste, le Français ne se rend pas compte. Il s'est plaint tout au long du XXe siècle des files d'attente au bureau de poste. Il s'en est beaucoup moins plaint le samedi matin à la caisse du supermarché ou en pleine épidémie de grippe un samedi matin chez le médecin ou tout autre endroit où il a la nécessité d'aller pour obtenir quelque chose. Le symbole absolu, c'est, en termes de péjoration, c'est la file d'attente au bureau de poste au XXe siècle. Alors ça commence au XIXe siècle, notamment à Paris, un phénomène très puissant. Il n'y a pas assez de bureaux de poste dans la capitale. On est même obligé d'inventer des annexes des postes chez les commerçants pour vider les espaces postaux qui ne sont pas tout à fait conçus pour ça, en tout cas à cette époque, ou qui sont trop exigus. Et ça va être une course effrénée de la Poste tout au long du XXe siècle pour envisager de meilleurs accueils, de meilleures organisations des guichets en capacité de rendre tout type de service ou des guichets spécialisés, la fin des grillages, la fin des hygiaphones, l'ouverture des guichets pour que le client, l'usager en train de devenir client se sente plus proche du guichetier et que la relation passe mieux, que l'impatience soit moins difficile à gérer dans les grands bureaux de poste par l'embauche d'hôtesses des postes sur le modèle des hôtesses Air France, très élégamment habillées et qui accueillent les usagers à leur entrée dans les plus grands bureaux, jusqu'au plan contre toute attente en 2007 que la Poste développe, le nom est évidemment très intelligemment choisi, et qui va finalement réussir à faire baisser ce niveau de tension et de perception, pas tant parce que le plan va être révolutionnaire. Sous d'autres noms et sous d'autres tentatives, il aura déjà été tenté tout au long du XXe siècle. Mais c'est parce qu'en 2007, on a un nouvel élément qui arrive. C'est le numérique et le digital qui permet de dématérialiser bon nombre d'activités que les gens allaient chercher au guichet. Donc en fait, la convergence de ce plan, plus la démocratisation forte d'Internet, fait que finalement, la Poste va réussir à combattre cette image, cette légende noire de la file d'attente dans ses bureaux. Et aujourd'hui, quand vous interrogez assez largement les Français, ils se félicitent de voir que dans les bureaux de poste, il y a globalement moins d'attente. Il y en a toujours, évidemment. Hein. Mettez beaucoup de gens dans un espace pas très grand à une heure de pointe lorsqu'ils sont libres pour aller chercher un service bancaire ou aller chercher leur recommandé, vous avez toujours un peu d'attente. Mais ça, c'est mécanique, normal et humain, je dirais. Il n'y a rien de très neuf là-dedans. Mais ce sujet fait partie vraiment
est constitutif de la légende noire au XXe siècle pour la Poste et les PTT, avec les grèves notamment. Et tout ça a occulté tout le côté positif, toute la recherche et développement, les progrès sociétaux, le développement sociétal et les innovations de services de l'administration au XXe siècle. Et c'est ça que la recherche essaye d'équilibrer pour montrer que cette institution est beaucoup moins binaire que ce que l'historiographie ou les discours classiques ont laissé croire sur elle. Au-delà de l'aspect communication, il y a vraiment l'aspect histoire où on essaye de remettre un peu l'église au centre du village, quoi. Tout à fait. Alors, on en parlait tout à l'heure, la Poste est une institution de mobilité, tout terrain, tout type de mode, on y reviendra peut-être, tout type de transport, mais c'est aussi une institution des temporalités pour les Français. Elle a essayé de gérer l'hypervitesse et l'urgence. Aujourd'hui, elle va gérer des temporalités et des espaces-temps qui sont différents, peut-être plus en lien et en harmonie avec les différents rythmes de vie des Français sur les territoires. Je crois que c'est un de ces enjeux majeurs pour le XXIe siècle, après avoir vécu une course à l'échalote pendant l'essentiel de son histoire contemporaine. Alors justement, tu nous parles des différents moyens de transport. Bon, on a évoqué les malpostes, on a évoqué les projets de fusée postale, le chemin de fer. Maintenant, le chemin de fer, il va pas partout non plus. On pourrait parler peut-être des navires ou même des avions, parce que c'est vrai que alors quand tu m'as dit la Poste, Ben, ça te fait penser à quoi? Moi, j'ai dit Saint-Exupéry, l'aéropostale. Et là, tu as rigolé. Tu t'es moqué de moi. Pourquoi? Oui, parce que je suis bon rieur et bon vivant, et que voilà, une idée reçue contre laquelle il faut évidemment lutter, parce qu'on n'a pas le droit de s'arroger en tant que postier, en tant qu'historien de la Poste, l'image de l'aéropostale. L'aéropostale, ça n'est pas la Poste. L'aéropostale est une entreprise comme une autre qui a eu la chance de gagner le marché du transport du courrier au-delà de nos frontières, donc vers l'Afrique du Nord, puis l'Amérique du Sud. Mais elle n'est ni plus ni moins différente des compagnies maritimes, notamment les messageries maritimes qui transportaient le courrier, ou les compagnies transatlantiques vers l'Amérique du Nord ou vers l'Empire colonial français en Indochine, ou les compagnies routières qui transportaient le courrier sur le territoire pour compléter le transport purement postal. La Poste n'a jamais totalement assuré tous les types de transport de courrier par ses propres moyens. Elle n'en avait ni les moyens techniques, ni la flotte, ni les compétences. Donc elle s'est toujours adjoint le concours, moyennant finance, contrat et paiement de lignes de transport. Donc l'aéropostale, c'est cette histoire. Ce qui fait le mythe, c'est parfois des dérives de communication qui font dire que Mermoz, Syntex et Guillaumet sont les premiers des facteurs du ciel. Bon, c'est un peu facile, mais la Poste n'a aucun droit sur ces personnages-là. C'est une activité de transport qui montre que la Poste a contractualisé avec l'initiative privée, oui, pour continuer à développer ses activités. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est une idée neuve, parce qu'on imagine souvent que la Poste fait tout et que le service public est omnipotent, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle a souvent eu recours à l'initiative privée pour réussir à concrétiser la réussite de son service. Je t'ai parlé des bureaux de poste chez les commerçants dès la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est un phénomène en plein essor, mais ça existe déjà depuis un siècle, parce que la Poste était en incapacité d'accueillir la masse de Français dans ses bureaux de poste. Il faut relier au contexte. Les générations de Français qui passent par l'école laïque gratuite et obligatoire de Jules Ferry sont fondamentalement, quelques années après, des utilisateurs potentiels, massifs et assidus de la Poste, donc font gonfler absolument tous les chiffres du trafic. Donc la Poste ne peut pas croître aussi vite que ses utilisateurs ont cru entre les années 1880 et l'entre-deux-guerres, par exemple. D'ailleurs, dans les usages un peu nouveaux qui en fait sont anciens, on avait évoqué lors de la préparation de cette émission un sujet qui a été un sujet un peu polémique pour la Poste ces dernières années, à savoir ce fameux service que l'on peut payer pour avoir des employés de la Poste qui passent vérifier que mamie va bien. Tout à fait. Un historien, ça peut servir à ça aussi. Ça peut servir à revisiter les imaginaires et les fausses certitudes. Le service dont tu parles, c'est Veiller sur mes parents, créé fin 2016, début 2017, et par lequel la Poste proposait des personnes dépendantes, âgées, malades, d'avoir une veille
humaine, un service de visite pour s'assurer que les choses vont bien chez les gens. Soit dit en passant, hein, un type de service plutôt moderne et très tendance. Hein, la poste japonaise fait ça déjà depuis quelques années. Et puis on voit aux États-Unis, même dans certains pays anglo-saxons, que des entreprises se développent autour de la prestation de personnes. C'est-à-dire qu'on peut louer vos services pour aller dîner un soir, on peut louer vos services pour aller promener vos chiens, ou venir avec vous promener vos chiens. Enfin, il y a tout plein de sortes d'interactions humaines qui se vendent aujourd'hui dans notre société et dans des pays très développés. Et ça, les gens, oui, mais les gens, en fait, globalement, disaient, oui, enfin, ça nous fait une belle jambe, mais avant, le postier, c'est juste, il était sympa, il fait ça gratos. Donc, c'est ça. Et donc, la Poste a créé ce service tout en minimisant, peut-être même en ignorant, que dans la plupart des esprits de beaucoup de Français, soit de personnes de 60 ans et plus, mais même de jeunes, j'ai fait des sondages sur de jeunes personnes qui avaient certainement discuté avec leurs grands-parents, avaient en tête que tout cela était avant un service gratuit rendu par les facteurs. Et là, vous avez des contre-vérités absolues qui reposant sur des faits historiques à expliciter. Alors, si on a quelques minutes, et je crois qu'on les a, on peut revenir là-dessus, mais il faut d'abord savoir que dans les règles administratives des facteurs, il était interdit de sortir du service spécifiquement postal, c'est-à-dire distribuer le courrier, amener les recommandés, la presse et vendre des timbres. Tout ce qui était fait en dehors de cette activité était formellement interdit. Formellement interdit. Alors, évidemment, on est en France. Et puis, il y a la théorie et la pratique. Des facteurs, et pas tous les facteurs, en fonction de leur éducation, de leur cordialité, de leur gentillesse et de leur volonté de rendre service, ont été largement amenés à rendre des menus services à des Français. Je sais de quoi je parle. Je suis issu d'une famille de postiers. Mes parents étaient facteurs. Et j'ai entendu parler de ça très tôt. Mon père, à la campagne, changeait la bouteille de gaz, amenait le pain, apportait les médicaments, etc. Mais il le faisait non pas pour en retirer un supplément de revenu immédiat dans son métier, mais parce que les sociologues, qui appellent ça le don contre don, avaient identifié aussi une pratique induite par ce service rendu par le personnage préféré des Français, parce qu'il faut bien avouer que le facteur, au XXe siècle, est souvent sur le podium des métiers préférés des Français, à côté du boulanger, de la boulangère et du pompier, voire du médecin de famille. Donc on est là sur 4 personnages qui échangent leur popularité. Au XXe siècle, existent 2 pratiques qui aujourd'hui se raréfient. Le pourboire, dont le facteur pouvait profiter largement, mais aussi la pratique du calendrier des étrennes, qui est relancée sous le Second Empire et dont les facteurs vont s'emparer et qui leur permet d'améliorer leur modeste salaire de base. Car il faut le dire, le facteur est un petit fonctionnaire au XXe siècle, très largement, et aujourd'hui, parmi les petits salariés, ce n'est pas des gros salaires quand même, parmi les facteurs. Donc cette pratique sortant des cadres administratifs, c'est-à-dire rendre service aux gens, s'accompagner de ces émoluments indirects, dépendant seulement de la relation du facteur avec son usager devenant client. Voilà. Mais en aucun cas, c'était institutionnalisé par l'administration ou l'entreprise pour retirer un revenu. C'était vraiment la relation entre un Français et son facteur. Et c'était interdit. Et donc cette image, en porosité et en sorte de mythe institutionnalisé est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait même qu'aujourd'hui, Veiller sur mes parents a changé la nature même de son offre. On est passé sur une offre plus d'accompagnement à la mobilité de personnes dépendantes avec un accompagnement électronique. Certes, d'autres services sont mentionnés et sont possibles, mais ce n'est pas eux qui sont mis en avant dans la nouvelle politique commerciale et de la publicité. Et ça, c'est intéressant de voir que la Poste a changé son fusil d'épaule. Mais si là, les sciences humaines étaient intervenues plus tôt, la Poste aurait pu plus rapidement corriger le tir et essayer de combattre cette idée fausse. D'ailleurs, qui a donné vie à un sketch absolument fantastique et mémorable de Charline Vanhoenacker sur France Inter, hein, qui avait sorti ce papier désopilant, reposant sur plein d'erreurs, d'idées reçues et de contre-vérités, hein, mémé à une relation tarifée avec le facteur. Tout était faux dans son analyse, mais c'était drôle. Et surtout, ça a évoqué le point de vue des Français à l'époque, largement répandu. Et donc voilà à quoi l'histoire peut parfois servir, à redresser des choses et à expliciter les zones d'incompréhension, on va dire, entre les Français et la Poste. Et il y en a encore énormément de zones d'incompréhension
de certains Français vis-à-vis de cette, je vais dire, institution, donc ex-administration devenue entreprise, qui change à une vitesse grand V. Et justement, est-ce que des missions un petit peu annexes comme ça de services ont pu aussi trouver un écho dans l'histoire de la Poste? Je pense par exemple aux campagnes qui étaient très peu desservies par les transports. Oui, tout à fait. On peut développer un volet intérêt général. Moi, j'appelle ça la Poste Saint-Bernard aussi. On l'a vu pendant le Covid, hein. La Poste a été mandatée ou a été sommée parfois même très vite par l'État en pleine crise du Covid pour acheminer des masques auprès des personnes les plus fragiles et les plus isolées, pour acheminer les devoirs à distance des élèves, même apporter des ordinateurs à ceux qui étaient en rupture technologique. Il n'y a qu'une institution qui peut faire ça à une telle échelle et rapidement en France, c'est la Poste, il n'y en a pas d'autres. Et ça fait partie de ces activités en lien avec le salut de la République ou des grandes missions que la République veut voir réaliser rapidement. Tu parles des campagnes. La Poste automobile rurale, qui a fonctionné de l'entre-deux-guerres des années 20 jusque dans les années 80 en France, était un programme souhaité par la République pour désenclaver les campagnes après la Première Guerre mondiale, qui mêlait à la fois la puissance de gestion et d'organisation des PTT, donc de la Poste, mais aussi le recours aux entreprises de transport locales qui possédaient des petits véhicules, et aussi aux correspondants postaux, commerçants ou particuliers, qui servaient de base postale à l'organisation de ces circuits de transport des personnes, permettant aux gens soit de passer des commandes de courses ou d'aller faire eux-mêmes leurs courses au chef-lieu de canton. Ça a duré donc pendant presque un demi-siècle. C'est totalement tombé dans l'oubli, absolument. Mais ça a donné cette dimension de transport de personnes fait par la Poste. On l'avait vu un peu pour les malpostes, où des voyageurs fortunés pouvaient prendre place dans les quelques places libres des malpostes, 3, 4, 5 personnes au grand maximum. Mais la Poste est aussi une institution de transport de personnes. Elle l'a fait au 19e siècle, elle l'a fait au 20e, il se pourrait qu'elle le fasse au 21e, dans d'autres considérations, mobilité électrique, intermédiation de la digitalisation, commande de courses ou de transport. Enfin, il y a plein de nouvelles conditions qui font que la Poste pourrait y revenir et qu'elle serait légitime à le faire. C'est son histoire forte et elle l'a fait en termes d'organisation pendant près de 50 ans. C'est pas rien, 50 ans dans l'histoire contemporaine. Et alors, puisqu'on parle de désenclavement, justement, alors tout à l'heure on parlait de l'aéropostale qui allait voilà, livrer du courrier en Afrique du Nord et tout. Est-ce que la Poste a eu un rôle dans la distribution du courrier dans les zones coloniales, justement, et est-ce que du coup ça impliquait des traitements un peu différents qu'en France métropolitaine? Des traitements différents, oui, pour l'Indochine, non pour l'Algérie, qui était totalement intégrée à l'organisation postale hexagonale, tant et si bien que dans les statistiques des chiffres, trafic courrier, nombre de bureaux de poste, postiers, etc., l'Algérie, il y a toujours une colonne incluant l'Algérie dans les chiffres généraux. L'organisation postale de l'Algérie est calquée sur celle de l'Hexagone et les deux sont fusionnés. C'est différent pour l'Indochine avec la distance, qui connaît une organisation inspirée évidemment du modèle français, mais qui est totalement autonome et indépendant, tant et si bien que la mise en relation par les paquebots postes, beaucoup plus fréquente pour l'Indochine, a donné évidemment un impact différent sur la mise en relation entre ces possessions coloniales et l'Hexagone. Évidemment, la relation postale entre l'Algérie et la France hexagonale allait beaucoup plus vite que l'Indochine. Après, au moment de la décolonisation, le modèle français postal est resté très présent dans ces pays, en Algérie aujourd'hui et au Cambodge, au Laos, etc. On reconnaît encore la marque ancienne, anciennement coloniale, et la trace administrative des PTT dans leur organisation territoriale. Il y a encore des traces très importantes, comme au fin fond de nos campagnes, où on peut avoir le plaisir parfois de trouver d'anciennes devantures avec gravé dans la pierre, poste, télégraphe, téléphone, caisse nationale d'épargne, ou ce genre de choses qui marquent à jamais le territoire, car souvent ces inscriptions sont classées, protégées, donc avec les rénovations de bâtiments, malgré tout, elles sont gardées, donc ça témoigne de cet impact puissante dans le paysage, qu'il soit local ou à très très lointaine distance. On parlait toujours des moyens de transport. Alors, il y a eu du bateau ou pas? Alors tout à fait, oui, à travers les paquebots postes, donc des compagnies maritimes qui portaient cette appellation paquebot poste parce qu'elles transportaient des dépêches.
Donc, le transport du courrier s'est fait évidemment à l'international et à l'intérieur de l'empire colonial français par la mer, tout à fait, oui. Et en voiture aussi. En voiture, en train. Les moyens de transport pour l'acheminement du courrier sont quasiment intégraux, et les moyens de transport pour la distribution du courrier, c'est-à-dire là plus proche du fonctionnaire qu'est le facteur, sont aussi absolument incroyables. Le facteur, je crois que c'est le personnage hypermobile de notre histoire. Il n'est pas Playmobil, il est hypermobile. À cheval, sur des échasses, sur un âne, en barque, à vélo. Il a même testé le Segway en France. Le fameux gyropode américain, là, si tu vois ce que je veux dire, qu'on voit dans les lieux touristiques, les patinettes, aujourd'hui les quads, le vélo électrique, même au XXe siècle, on imagine la ville de l'an 2000 dans des immeubles verticaux de plus d'1 kilomètre, et on imagine l'aile autoportée volante pour le facteur qui distribuerait le courrier le long des parois vitrées, en frappant à la fenêtre des Français, dans une vision prospective. Donc évidemment, ça n'a pas encore eu lieu. Est-ce que ça aura lieu? On ne sait pas. Mais on a imaginé, et le facteur a à peu près tout testé, qui peut rouler, flotter, voler, etc., etc. Et d'ailleurs, alors c'est quand je travaillais à l'époque sur cette vidéo de l'histoire du courrier postal, j'avais remarqué que, alors aujourd'hui la Poste, on voit beaucoup de véhicules électriques, mais en réalité, quand les véhicules électriques ont commencé à pouvoir être commercialisé, mais ça au début du XXe siècle, la Poste avait déjà investi dans des véhicules électriques, non? Elle n'avait pas investi parce qu'elle ne possédait pas son parc automobile. Enfin, elle en possédait très peu. Là encore, Benjamin, elle faisait appel à une entreprise de transport, notamment à Paris et dans les grandes villes, qui était prestataire du transport du courrier, par exemple entre l'hôtel des Postes et les grandes gares, entre la Poste centrale du Louvre et les autres grands bureaux de poste des arrondissements. On est à une époque où le moteur thermique et le moteur électrique voisinent, et où, en effet, tu as raison, le terrain postal est jugé totalement idoine pour voir des véhicules électriques circuler. Ça va durer quelques années, jusqu'au milieu avant la Première Guerre mondiale, jusqu'aux années 1910, voilà, 1902, 4, jusqu'aux années 1910. Puis la compagnie qui a le marché du transport postal va basculer vers le thermique, et on va revoir l'électrique revenir à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, en même temps que la voiture au gaz, d'ailleurs. Évidemment, les pénuries sont là. Et Peugeot, par exemple, va inventer le VLV, le véhicule léger de ville, qui va trouver une application à Paris pour le relevage des boîtes aux lettres. C'est un véhicule à 3 roues, avec une petite batterie, et qui permet de relever les boîtes à lettres. Et puis, au moment du choc pétrolier, cette fois, la Poste va prendre les choses en main. C'est là qu'elle va commencer à prendre les choses en main, possédant déjà un peu mieux son parc automobile. Et elle va contractualiser sous l'égide de l'État avec EDF, pour développer des programmes de test de véhicules nouvelle génération. C'est vraiment cette époque-là, les années 70-80, qui va lui donner la légitimité de faire ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire très clairement de posséder la première flotte européenne de véhicules électriques pour assurer un acheminement décarboné. Tout ça s'est noué autour du Grenelle de l'environnement, 2007, et de la volonté du pouvoir politique, le président Sarkozy, Raffarin Premier ministre, de placer la Poste comme tête de gondole de l'émergence d'une filière du véhicule électrique. À la Poste, Jean-Paul Bailly, à l'époque, Jean-Paul Bailly est le président du groupe. Il a un conseiller qui s'appelle Patrick Wiedlecher, qui va créer la direction du développement durable en 2003. Et c'est elle qui va développer tous ces nouveaux concepts qui sont aujourd'hui majeurs dans le positionnement sociétal de l'entreprise, et qui font que la Poste va s'engager très fortement autour de l'émergence du programme électrique, en développant les compétences internes, ça c'est un premier point, et en prenant des parts de médiatrices, de facilitatrices de tous les acteurs de la filière automobile qui avant avaient du mal à s'entendre, les énergéticiens, les constructeurs, les fabricants de batteries, etc., etc., qui vont se mettre derrière l'étendard postal pour faire émerger cette filière. Et ce passage de commande, au début des années 2010, qui vont amener la Poste à commander près de 15 000 véhicules électriques aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est la première flotte mondiale, je n'ai pas de chiffres pour la Chine et ces grands pays. J'imagine que la Poste chinoise doit avoir des véhicules électriques à cette échelle. C'est absolument dément. Mais en tout cas, en Europe et ailleurs, elle est en pointe, et elle fait école. Elle fait école notamment dans ses discussions dans les instances internationales, mais même en termes aussi de différenciation
concurrentiel, marketing et commercial, qui lui donne souvent d'ailleurs une longueur d'avance dans la perception de son activité. J'ai écrit il n'y a pas très longtemps pour une revue d'histoire qui va sortir là, un article sur ce sujet d'histoire contemporaine, puisque les archives se sont récemment ouvertes et que j'ai pu y avoir accès. Et ça m'a permis de le mettre en histoire de façon un peu plus précise et de montrer encore une fois comment, cette fois, la vision du politique pour la Poste a permis à l'entreprise de s'engager sur un champ qu'on lui pensait peut-être a priori inaccessible ou sur lequel elle n'était peut-être pas légitime pour intervenir. Et l'histoire montre que c'est faux. Elle l'est totalement. En annonçant ta venue, on a justement eu la fameuse question du oui, mais alors si la Poste réussit si bien et tout, contre Amazon, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors contre Amazon, on a un retour de la capacité de la Poste à entretenir des relations schizophréniques. Tu vois, j'ai parlé tout à l'heure du cheval et du chemin de fer. J'ai parlé de l'hypervitesse, puis de la moindre vitesse. On parle de l'humain et du digital. Avec Amazon, c'est je t'aime et moi non plus. Amazon est une entreprise mortelle pour tous les opérateurs postaux traditionnels des pays. Amazon fait de l'entrisme pour essayer de parasiter l'UPU, l'Union postale universelle, qui est l'instance émanant de l'ONU où les opérateurs postaux se parlent à l'échelon international. Ça a été constitué en 1874. C'est une des plus vieilles institutions internationales de dialogue international dans le monde. Et Amazon essaye d'y entrer parce qu'elle s'imagine être un acteur de ces métiers postaux du futur. Peut-être à juste titre, mais peut-être pas. Voilà pour ça. Et en même temps, Amazon est le premier client de la Poste. Donc, je t'aime moi non plus, je veux te faire disparaître, mais en même temps, j'ai besoin de toi. Il y a une dimension territoriale qu'Amazon ne pourra jamais remplir à l'échelle de la planète, c'est-à-dire cette maîtrise du dernier kilomètre et la connaissance du terrain, qui est difficilement remplaçable par un GPS pas toujours mis à jour ou qui parfois bug lorsque la topographie ne lui convient pas, alors que dans le cerveau du facteur, c'est très clair. Le facteur, c'est historiquement le forçat de la route, le forçat de la marche, l'ordinateur intelligent, celui sur deux pattes qui voit, qui sent, qui sait, qui connaît. Donc c'est tout un vocabulaire qui peut échapper parfois, qui échappe même régulièrement aux livreurs d'Amazon ou à des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, alors je suis pas Madame Soleil, je suis historien, mais des dangers mortels sur la Poste, on en a parlé, j'en ai vu passer dans l'histoire. Aucun ne s'est avéré véritablement mortel. Celui-là, alors là, il y a la frénésie du moment, pourrait paraître comme étant mortel. Je n'y pense pas parce que cette institution a la capacité à être malléable et à s'adapter à son époque et à ses conditions. Donc, ce serait une surprise pour moi si Amazon venait à tuer l'idée de Poste. Parce qu'il y a une dimension qu'on n'a pas encore évoquée là, dans cette histoire technique, histoire des hommes, histoire territoriale, mais il y a une dimension de civisme liée aux citoyens et à la République, donc aux politiques, très forte dans notre histoire pour la Poste française. Pas du tout le même cas avec la Poste allemande ou la Poste italienne ou la Poste aux États-Unis, par exemple. Il y a quelque chose chez nous là qui est en termes de politique et d'unité de la nation, qui passe aussi par la Poste. Qu'Amazon ne pourra, dont Amazon ne pourra pas s'emparer et qui sera difficilement tuable, pourvu que l'exécutif et le pouvoir en place en soient encore conscients, qu'il n'ait pas oublié cet héritage. Confère le fameux épisode des professions de foi non distribuées aux dernières élections. On nous a fait remarquer en tout cas que au moins Amazon ne nous a pas encore coupé le live, parce que c'est vrai qu'on est sur Twitch qui appartient à Amazon. Alors il y a eu quelques messages depuis tout à l'heure aussi revenant sur l'intérêt historique, artistique, mais aussi se demandant quel est l'avenir de la philatélie, qui est quand même assez lié à la Poste aussi. Ah, tout à fait, c'est évidemment la boîte à lettres, le facteur sur son vélo, la couleur jaune, le logo et le timbre. Ça fait partie, donc tu parlais tout à l'heure des totems, histoire totémique, ça fait partie évidemment des totems de la Poste. Le timbre existe en France depuis le 1er janvier 1849. Il est une expression du caractère régalien et de la République
pendant longtemps, passant par les activités de la Poste. Il a été évidemment l'objet de paiement du port payé, c'est-à-dire du paiement avant expédition de la lettre, et donc d'assurance de recettes pour l'administration des postes puis de l'entreprise pendant plus d'un siècle et demi. Il est une expression du savoir-faire technique et artisanal de la Poste française, qui, je le rappelle, est sinon unique dans le monde, du moins parmi les meilleurs. L'imprimerie des timbres-poste à Boulazac possède des marchés dans le monde entier pour la fabrication de timbres dans de nombreux pays. Souvent, les Français l'ignorent et a des compétences décadaires absolument incroyables en matière d'impression, de gravure, etc., etc. Mes collègues du musée de la Poste en parleraient mieux que moi, mais évidemment, le danger pour le timbre-poste et donc la philatélie, c'est-à-dire la philatélie, c'est la passion de la collection et l'intérêt pour les timbres. Il n'y a pas que la collection dans la philatélie, il y a aussi l'intérêt pour l'histoire des timbres et ce qu'ils racontent de leur époque et la façon dont on peut les fabriquer. J'avais une réunion la semaine dernière avec des experts et on évoquait l'âge moyen des personnes passionnées de philatélie en France, plus de 65 ans, et un avenir pour le timbre, évidemment. Il faut savoir que le timbre a plusieurs expressions et plusieurs vies en France. Il dépend, pour une cinquantaine émis dans l'année, du programme national officiel d'émission des timbres. Et puis pour d'autres, il est laissé à la libre volonté, à la libre expertise de la Poste qui choisit tel ou tel type d'événement ou de manifestation pour émettre un timbre ou un autre. Alors évidemment, le timbre va perdre sa première utilité, c'est-à-dire de moyen d'affranchissement d'un support de correspondance. Ok, ça c'est quasiment acté. Mais en même temps, il peut endosser d'autres utilités liées au marketing et à la communication d'entreprise qui voudraient encore faire passer des éléments d'information et de communication par des lettres ciblées. C'est un phénomène qui, sinon ne disparaît pas, du moins connaît quelques résurgences ici et là dans le monde. Et en France, certaines entreprises ont compris qu'une relation privilégiée avec des clients peut passer par la correspondance. Et donc, un beau timbre qui, soit dit en passant, est déjà intelligent, c'est-à-dire que vous pouvez faire passer des messages par le timbre, le QR code, des odeurs par le timbre. La Poste a déjà créé un timbre en chocolat, par exemple, qui sentait le chocolat. Vous pouvez faire passer des messages autour des événements de sport, de culture. La Poste a créé le timbre rond, le timbre ovale pour les Coupes du Monde de foot et de rugby, etc., etc. Le timbre cœur pour la Saint-Valentin depuis près de 15 ans maintenant. Tous ces éléments. Donc, il y a une capacité d'innovation aussi des métiers traditionnels de la Poste pour garder cet objet iconique aussi de l'imagerie populaire et de la République, pour lui garder un certain dynamisme. Là, les menaces sont réelles, mais je sais de sources sûres qu'il y a déjà de brillants cerveaux qui travaillent à l'évolution de cet objet pour peut-être reconquérir de nouvelles générations qui, selon des sociologues américains, sur la tranche des 15-25 ans, montrent que la correspondance écrite, scripturale, à l'ancienne, reviendrait à la mode comme un marqueur social en Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'on reviendrait à l'époque de la marquise de Sévigné comme un marqueur social, intellectuel et économique passant par la correspondance écrite et donc le timbre. C'est-à-dire des gens plutôt éduqués, aisés, qui ont le temps d'écrire et qui sont capables de développer une pensée à l'écrit, ce qui est quand même très compliqué quand on ne l'a pas fait depuis qu'on est digital natif, par exemple. On écrit plus de façon scripturale et c'est compliqué de se mettre devant une feuille blanche pour développer 10 lignes, par exemple. Quand on part de rien, évidemment, j'entends, lorsqu'on n'a pas de sujet a priori et qu'il faut écrire. Donc voilà, il y a ce phénomène peut-être de résurgence. Évidemment, ce sera une niche. Évidemment, on ne sera plus sur les chiffres que j'évoquais tout à l'heure, Benjamin. Mais un certain pan d'utilité et de célébrité du timbre peut certainement survivre au moins une partie du XXIe siècle. Je ne ferai pas plus de pronostics. Alors justement, ton rôle d'historien au sein de la Poste, justement, on va peut-être pouvoir nous éclairer aussi. On a pas mal de postiers qui sont dans le chat, qui réagissent depuis tout à l'heure, avec à la fois beaucoup de bonheur, nostalgie, mais aussi de la peur, de la crainte parfois vis-à-vis de ce qui se passe peut-être depuis quelques années. Il peut y avoir ce ressenti-là.
La privatisation, ça fait partie de l'histoire de la Poste. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et justement, peut-être ça fait partie des clichés aussi qu'il peut y avoir autour de la Poste. Est-ce que la Poste, elle est encore financée uniquement ou majoritairement avec de l'argent public? Est-ce que ça change énormément de choses? Moi, enfin, je suis pas tous les jours à la Poste où je connais pas forcément de postier à titre personnel, donc je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Mais par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ton métier disparaisse, par exemple, parce qu'on se dit oh bah avoir un historien, est-ce que c'est utile à la Poste? Est-ce que si c'est privé, ça doit être rentable absolument ce poste? Tu vois, enfin, il y a tout un tas de questions qui peuvent se poser en fait, et je pense que c'est assez salutaire de se les poser. Privatisation est un gros mot dans la réalité historique. La Poste est aujourd'hui une société anonyme à capitaux 100% publics, c'est-à-dire que les gens qui ont la gestion de la Poste, sa tutelle, son suivi, sont l'État et la Caisse des dépôts et consignations, qui sont deux organismes publics, c'est-à-dire c'est le citoyen, c'est la société. La Caisse des dépôts et consignations, c'est le bras armé financier de l'État, c'est le bras armé du développement de la citoyenneté. La Caisse des dépôts finance les collectivités locales, les investissements publics et développe les outils de la citoyenneté, les gymnases, les piscines, les routes, les bibliothèques, etc. etc. Et l'État, bon, ben, je ne fais pas de dessin, il y a un lien puissant, évidemment héritage de l'histoire. La Poste, dans les PTT, était la première administration civile de l'État. On voit bien de quoi on parle. La loi de juillet 1990 a transformé le statut de la Poste tout en séparant la Poste de France Télécom au sein des PTT. Mais cette loi a conservé un statut public. Depuis cette date, les impôts des Français ne servent plus à payer le fonctionnement de la Poste, qui doit vivre de ses propres activités. Cette loi prévoyait dans un article qui a souvent été oublié ou peu lu, prévoyait que la Poste, le législateur conférait à la Poste la possibilité de développer des activités commerciales et marketing pour lui permettre de survivre, tout en utilisant l'héritage de son histoire passée pour définir des missions de service public qui, elles, sont financées par de l'argent public venant de l'État, qui sont indemnisés. Le transport de la presse, la distribution du courrier, le développement, l'aménagement du territoire, pardon, et l'accessibilité bancaire, qui sont des actions qui ne sont pas rentables pour la Poste, aujourd'hui, au moment où on se parle, mais qui sont, pour la plupart, indemnisées à des hauteurs parfois insuffisantes par l'argent public, donc par l'État. Pour le reste, la Poste fonctionne sur ses propres revenus, sur les activités du colis, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas un objet naturellement postal et donc jamais sous monopole, qui a toujours été ouvert à toutes les concurrences, sur les marchés bancaires, dont on n'a pas dit d'ailleurs tout à l'heure que ces activités étaient nées au 19e siècle jusqu'à leur transformation en 2006 en banque postale qui était plus ou moins dans les négociations politiques des années 90 comme un aboutissement de cette logique de diversification encore plus marquée de la Poste. Donc, voilà, la loi de 90, souvent oubliée, prévoyait, à juste titre d'ailleurs, et bien heureusement pour la Poste, vu les transformations radicales, mondialisation, libéralisation des marchés sous la pression de la législation européenne, etc., qui lui permettait de se diversifier. Et bien souvent, même d'ailleurs, ce ne sont pas d'autres opérateurs qui sont venus concurrencer la Poste, mais c'est la Poste qui est venue sur d'autres marchés pour compléter ses activités. Et grâce à son étendard, à sa puissance, à son image de marque et à sa capacité d'adaptation, eh bien, elle a conquis de nombreux marchés, vitaux d'ailleurs désormais pour elle. Donc il ne faut pas... la crainte des postiers, souvent, elle a reposé sur ce mythe de « ben oui, mais d'autres vont venir faire notre activité à notre place ». C'est pas vrai. Nos propres activités ancestrales, elles disparaissent juste par la fin des usages et les transformations des usages. En revanche, la Poste va conquérir de nouveaux marchés en venant sur les plates-bandes d'autres opérateurs qui parfois étaient là avant, étaient bien installés et voient la Poste comme un concurrent. C'est plutôt cette dynamique-là qu'il faudrait mettre en avant pour apaiser les craintes. L'histoire, ça rend humble et ça permet d'étaler les jugements sur le temps long. Et l'histoire de la Poste, c'est plutôt une histoire de conquête d'activités. Si pour mes collègues postiers qui posent les questions, les activités bancaires sont naturelles,
Il faut qu'il retire cette idée. La Poste a conquis les marchés d'activité bancaire. L'activité naturelle de la Poste, c'est de transporter du courrier, ce n'est même pas de le distribuer. C'est une activité qui est venue après. Donc, la Caisse nationale d'épargne en 1881, les chèques postaux en 1918, et toutes les assurances-vie, le lien avec la CNP, tout ça s'est construit tout au long du XXe siècle, et ce sont des conquêtes de la Poste. Ce ne sont pas des activités naturelles. Ce qu'elle fait aujourd'hui, je dirais que c'est un continuum, une diversification qui parfois peut surprendre, mais qui n'est jamais très loin du réel fondement de ce à quoi peut servir la Poste, à la fois dans une république, dans un État comme la France, avec des grandes variétés territoriales, avec plus de 67 millions d'habitants, donc un grand pays d'Europe occidentale. Donc voilà, c'est plutôt ça qu'il faut imaginer comme légitimité et comme oui, légitimité de la Poste en termes d'activité. J'ai glissé tout à l'heure, Benjamin, le fait que la Poste pourrait redevenir un acteur du transport public sur les territoires. Est-ce que ça n'est pas un potentiel de nouveaux emplois de postiers? Je crois que l'inquiétude, elle vient souvent de la méconnaissance et du fait de surexagérer les contextes. Surexagérer les contextes. C'est sûr que quand tu vis au jour le jour la mission, c'est plus compliqué de prendre du recul. Et bien sûr. Et c'est pourquoi, et là je réponds sur le danger éventuel autour de mon métier, c'est pour ça que le métier d'historien peut être utile à prendre un peu de hauteur et à voir ça sur de temps un peu plus long. Après, je suis d'accord avec toi, je suis historien à la Poste par la volonté des autorités. La Poste n'est pas obligée de faire ce qu'elle fait par aucun texte de loi en termes d'histoire et de patrimoine. Elle n'est absolument pas obligée. Le législateur, lors du changement de statut de la Poste, ne l'a pas obligée à faire ce qu'elle fait. Elle le fait, d'autres en font moins, d'autres en font pas du tout, d'autres opérateurs postaux n'en font pas autant. Je crois que la Poste dans le monde, la Poste française, en fait le plus en matière de recherche, d'histoire et de patrimoine. C'est absolument fondamental. La Poste allemande, au moment de sa privatisation, le législateur lui avait imposé de sauvegarder ses 6 plus grands hôtels des postes. Formidable. Sauf qu'ils font très peu de patrimoine postal et ce sont devenus des lieux d'art contemporain. Pourquoi pas? Ce sont des endroits magnifiques, j'en ai visité la moitié, c'est absolument splendide, mais l'histoire de la Poste allemande est totalement occultée, elle a totalement disparu. Quelque chose qui n'existe pas en Allemagne, notre voisin. En France, vous avez quand même cette continuité d'intérêt pour un objet qui parle à la fois aux politiques, aux citoyens et globalement à une opinion publique qui fait le succès de tes émissions, qui fait le succès de Stéphane Bern et qui fait le succès d'un pays qui a inventé les journées du patrimoine, donc qui se passionne fondamentalement pour l'histoire et les questions de patrimoine. Donc j'imagine que je dois ma survie ou mon existence à tout ça. Bien humblement d'ailleurs. On voit dans le chat qu'il y a la question, y a-t-il un musée de la Poste? Oui, c'est le cas. Il y a un musée de la Poste qui est à Paris, rue de Vaugirard, juste à côté, boulevard de Vaugirard, pardon, mais c'est pas le même. Ouais. Juste à côté de Montparnasse. Bah, on a fait une vidéo d'ailleurs là-dedans. Hein, Gratuit pour les postiers d'ailleurs. Et formidable pour les enfants. C'est vraiment très pédagogique pour découvrir. En fait, c'est plus qu'un musée de la Poste. Le musée de la Poste, c'est un musée de société. On y vient pour découvrir comment les hommes et les femmes faisant société ont développé des moyens de communication et comment une institution s'est assurée de les mettre en activité. C'est absolument passionnant, hein. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Alors, tu as lâché plusieurs fois les noms de postes étrangères, tu as aussi lâché le mot de mondialisation. Comment s'est articulée aussi la collaboration entre les postes finalement du monde entier et comment a fait la Poste là-dedans? C'est quoi l'histoire derrière tout ça? Parce qu'il a bien fallu articuler les différents modes de fonctionnement. Et tout à fait, c'est un sujet de diplomatie et de politique internationale fondamental que la Poste. Fondamental, évidemment. L'Union Générale des Postes, née en 1874, qui devient ensuite l'Union Postale Universelle, UPU, 2 ans après, regroupe tous les opérateurs postaux de chaque pays dans une grande instance internationale où se discutent les grandes conventions d'échange de paquets et de colis aux frontières, les tarifs et les différentes modalités de réversion des coûts de transport du courrier. Et ça dure depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. La France a connu un président de l'UPU. La France est une actrice majeure par sa Poste de différentes instances au sein de l'UPU et c'est vraiment un organe fondamental pour comprendre que la Poste est un objet de politique internationale majeur qui n'est pas du tout effacé.
Alors c'est vrai qu'on n'en entend pas parler dans les médias ni dans l'opinion publique, c'est vraiment un sujet d'expert, mais c'est un sujet absolument passionnant, même en matière de recherche d'ailleurs. On a Pangolinette qui nous pose la question, savez-vous à partir de quand les facteurs se sont mis à vendre des calendriers avec des petits chats mignons pour avoir leurs étrennes? Je me suis fait charrier un peu par des collègues postiers parce que je suis passé il n'y a pas longtemps sur TF1 dans un reportage au JT sur le calendrier du facteur, et c'est une pratique qui a été rénovée sous le Second Empire. Sous l'Ancien Régime, il y avait la pratique des étrennes et les facteurs faisaient fabriquer, les premiers facteurs faisaient fabriquer l'almanach, disait-on à l'époque, sous l'Ancien Régime, qu'ils pouvaient apporter à leurs bons usagers sur leur parcours moyennant une pièce. Mais tout ça n'était pas très organisé et normé, a un peu disparu. Et c'est sous le Second Empire qu'il va y avoir une rénovation originale, une rénovation à 3 bandes, entre un éditeur, la maison Auberture, qui existe encore aujourd'hui, l'administration des postes, donc administration civile, et les facteurs, à qui l'administration va donner l'autorisation de vendre pour leur compte des calendriers que l'administration aura négociés, pour lesquels elle aura contractualisé avec Auberture au niveau du contenu qui va être départementalisé avec des informations postales précisées de façon départementale. À l'intérieur d'un calendrier, dès le Second Empire, vous avez des informations sur la localisation des bureaux de poste, l'ouverture, le passage de la malle-poste ou du train-poste, et des informations non postales sur les horaires de marée, le passage des trains et qui, comme personnalité célèbre, habite dans le département. Là, aujourd'hui encore, c'est ça, hein. Alors, vous n'avez plus les personnalités célèbres du département. Vous avez toute une foule d'informations, en plus de cartes des principales communes, dans le calendrier. La décoration, enfin, l'aménagement du calendrier, la couverture extérieure, elle est laissée au libre cours des maisons d'édition. Et la principale étant Auberture, à Cesson-Sévigné, près de Rennes, historiquement installée là-bas. Donc, cette pratique a plus de 150 ans, 170 ans maintenant. La Poste n'intervient pas dans la relation commerciale entre les facteurs et les calendriers, les facteurs achetant leur calendrier auprès de l'éditeur, en fonction de leurs prévisions, de leur volonté de le faire ou pas. Tous les facteurs ne font pas la distribution ou la vente, des calendriers au moment des étrennes. C'est un choix personnel en fonction de telle ou telle considération. Pour se faire un peu de blé, d'argent. Oui, bien sûr. Et il ne faut pas s'en cacher, il faut l'avouer. Voilà. Je le disais tout à l'heure, les salaires des facteurs ne sont pas parmi les plus élevés. Et c'est un moyen pour eux aussi de valoriser leur savoir-faire, leurs compétences, leur cordialité, leur aimabilité, leur capacité à s'insérer dans leur milieu social. Et c'est souvent un élément différenciant et valorisant. Il ne faut pas oublier ça en termes de sociologie. C'est vraiment, ça contribue à leur image de marque. Le calendrier, on le disait tout à l'heure à propos des totems, fait partie de cette liste de totems bien inscrits dans l'esprit des Français. Alors, quand on parle de la Poste, on la voit évoluer avec l'histoire, la grande histoire, les grands épisodes historiques qui ont marqué l'histoire de la France et du monde. Tout à l'heure, on parlait de la Première Guerre mondiale. Qu'en est-il de la Seconde? On a Nico Pradi qui nous demande, est-ce qu'il y a eu des réseaux de résistance ou autres dans la Poste durant la Seconde Guerre mondiale? Bien sûr. La résistance au sein des cheminots est certainement plus connue de certains des internautes, mais les PTT, dans leur diversité, ont connu des mouvements de résistance, soit partant du terrain, soit ancrés autour du ministère à Paris, soit développant des activités d'écoute et de sabotage des lignes, soit côté postal prévenant de tel ou tel type de rafle contre les juifs, détournant des lettres entre préfecture et commandature, falsifiant des courriers, fabriquant des faux papiers, puisque le métier de poste était très tourné aussi vers l'imprimerie et la fabrication de papiers administratifs. Donc ce sont des choses qui ont existé. La Poste a reçu la croix de guerre de la part du général de Gaulle, comme d'autres corps de métier et organisations publiques à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Les postiers ont contribué à la libération de Paris. La Poste a connu un certain nombre de victimes. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais si ça intéresse certains des internautes, ils peuvent m'écrire et je les retrouverai. Donc voilà, le rôle de la Poste dans la Seconde Guerre mondiale est évidemment aussi important. L'administration a dû fonctionner
malgré tout, malgré les pénuries, le contrôle allemand, la ligne de démarcation qui interdisait bien souvent aux courriers normaux de passer. La Poste a servi aussi de relais d'alimentation depuis Paris, depuis la Normandie, véritable grenier et réserve alimentaire vers Paris par les paquets, plus ou moins importants, comme les compagnies de chemin de fer. Donc, il y a vraiment un rôle vital, une sorte de ligne de vie qui est passée par la Poste, aussi bien pendant la Première Guerre mondiale, cette fois-ci pour les lettres et la relation familiale, que pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une dimension un peu plus vitale, par des produits de contrebande, etc., etc., puisque dans le flot postal, évidemment, les Allemands ne pouvaient pas tout contrôler, même si en théorie, ils y aspiraient. Et alors, tout en soulignant ce rôle qu'a eu la Poste, est-ce qu'il faut pas le nuancer aussi, c'est-à-dire est-ce que on ancre ça dans une sorte de roman national autour de la France résistante, ou est-ce que effectivement c'était une administration qui était un peu plus résistante que d'autres, ou finalement est-ce que bon, elle a fait son taf comme elle devait le faire, et comme la plupart des gens, bon bah elle a fonctionné avec l'occupation, quoi. Alors, au sein des PTT, il y a des résistants, mais il y a aussi des salopards. Il y a eu énormément de procès pour collaboration au sein des rangs des PTT à l'issue de la libération. Donc c'est aussi une institution blanche et noire en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, c'était très lié au caractère individuel des postiers, hein, leur courage, leur volonté de s'engager plus ou moins, leur volonté de collaborer plus ou moins. Donc vous avez à peu près toutes les facettes et les dimensions du comportement individuel qui s'expriment comme dans d'autres administrations publiques, comme dans d'autres niveaux administratifs, économiques et politiques du pays à cette époque, en fonction des territoires, du rôle occupé, du courage et de la façon dont on envisage à l'époque la relation entre la France et l'Allemagne nazie. Donc c'est un terrain qui a été récemment enquêté. Il y a prochainement, en juin prochain, un colloque sur les institutions civiles décorées par la Croix de guerre. Normalement, on devrait y faire une intervention sur la Poste. Ça permettra d'éclairer des choses. Il y a un papier qui sera certainement publié, donc si ça intéresse les internautes, ils pourront le trouver d'ici là. Mais c'est un sujet complexe, mais qui est facilement étudiable, et il n'y a vraiment pas de problème pour en parler. On nous pose des questions sur le fait que la Poste à chevaux, ça devait coûter très cher, mais enfin j'imagine qu'aujourd'hui la Poste, par les moyens modernes aussi, ça coûte très cher en termes de déplacement. Alors la poste aux chevaux coûtait évidemment très cher. Seuls les nobles et les marchands pouvaient se payer le prix de la course au galop, évidemment. Donc le peuple, à plus de 90%, le peuple n'employait pas la malle-poste, hein, évidemment. Donc ça coûtait très cher. Relativement, ça coûtait bien plus cher il y a 2 siècles qu'aujourd'hui. Bah c'est vrai qu'il y a la massification qui entraîne forcément des prix vers le bas. Il y a Nico Pradi qui nous dit « Il me semble avoir entendu que c'était Charles Quint qui avait, avec des guillemets, internationalisé la Poste. Est-ce correct ?» En fait, la dimension internationale et transfrontalière de la Poste passe évidemment par la notion d'empire. Et l'empire, le Saint-Empire romain germanique et Charles Quint s'étend de l'Espagne jusqu'aux Provinces-Unies, donc les Pays-Bas en passant par l'Europe centrale. Donc évidemment, il y a une dimension internationale de la Poste. Mais je pense qu'elle préexiste à travers les grands empires antiques qui traversaient des grands territoires qui aujourd'hui regrouperaient plusieurs pays. On pense à l'Empire perse notamment, ou à l'Empire romain, j'en ai parlé tout à l'heure, qui courait sur l'Italie, l'Espagne, la Gaule, la Bretagne et les pays visigoths, etc., etc. Donc non, ça ne revient pas à Charles Quint dans une dimension transnationale et à longue distance. Je pense que lui a marqué du sceau le fait qu'en Europe, il était à la base de ce qui va faire Florès un peu et qui va être à l'origine de la puissance de la Poste allemande, c'est-à-dire l'organisation des tours et taxis, Turn und Taxis en allemand, qui était la grande institution de transport du courrier entre les grandes villes autonomes, les grandes villes impériales, notamment dans l'Empire allemand et austro-hongrois. Donc oui, pour identifier Charles Quint, non pour lui donner la pérennité d'une internationalisation postale.
D'ailleurs, quand on parlait du réseau de l'Empire romain et de ses routes, il faut savoir que, enfin, j'avais travaillé un peu dessus à un moment donné, les chevaux ne galopaient pas sur cette route pavée, puisque là, on va pas galoper sur du pavé. En fait, il y avait des routes en terre qui suivaient sur le côté toutes les routes pavées, et c'est là-dessus, pour le coup, qu'on allait galoper, parce que sinon, les pauvres chevaux, ils allaient pas rester longtemps. Hein. Et puis, de toute façon, sous l'Ancien Régime en France, les grandes routes rurales et campagnardes ne sont pas pavées, hein. Elles sont bien roulées, etc. La plupart, elles sont larges. C'est pour ça qu'en hiver, parfois, ça passe mal, parce qu'évidemment, la terre subit quelques désagréments, et là-dessus, on peut galoper. Mais évidemment, dans le cursus publicus, on ne galope pas sur les pierres de différents niveaux, mais en effet, sur le bas-côté, le plus souvent. Que deviennent les lettres qui ne peuvent pas être distribuées? Les anciennes sont-elles toutes ouvertes après un délai? Parce que c'est vrai qu'on imagine que le volume croissant, du coup, enfin, on va pas les stocker ad vitam aeternam. À un moment donné, il faudrait plusieurs bâtiments, quoi. Alors, dans l'histoire, j'avais trouvé quelques chiffres, quasiment infinitésimaux de lettres qui ne trouvaient jamais de destinataire. C'est une proportion vraiment très peu énorme, mais évidemment, sur 22 ou 24 milliards au zénith du volume de courrier, même 0,005% de lettres qui nécessitent d'être ouvertes pour essayer de trouver ou bien le destinataire ou bien revenir à l'expéditeur, ça en représente quand même quelques-unes. Alors, elles vont au service des rebuts, qui est un service qui existe depuis le milieu du XVIIIe siècle en France, qui est aujourd'hui à Libourne, qui s'appelle le Centre de recherche du courrier, et qui s'y tient depuis les années 70. Libourne a eu comme maire Robert Boulin, hein, tristement célèbre, qui, à l'époque de la décentralisation des services administratifs, avait souhaité récupérer ce service dans sa ville. Et là, vous avez des postiers qui ont prêté serment, comme tous les autres postiers, pour protéger le caractère secret de la lettre, mais qui, eux, en plus, ont l'autorisation d'ouvrir les lettres pour enquêter. Donc, soit pour trouver le destinataire, soit pour revenir à l'envoyeur. Et puis, au bout d'un certain temps, si malgré toutes les enquêtes, moi, je les appelle, ces collègues, les postiers fins limiers, parce que ça demande un travail d'enquête absolument incroyable. Si la lettre n'est pas en capacité de repartir dans le circuit postal, eh bien, au final, elle est détruite après un certain temps. Je ne suis pas tout à fait au fait de la législation et des délais, mais c'est pas très rapide, hein. On garde quand même la lettre quelque temps, parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut se manifester, et ensuite elles sont détruites. On nous demande s'il y a eu des lettres particulièrement célèbres qui auraient été transmises par la poste et dont tu aurais eu la trace à un moment donné, une sorte de relique. Alors, des lettres célèbres, certainement des millions. La fondation d'entreprise La Poste, dont je parlais tout à l'heure, a comme tâche d'éditer des livres sur des fonds de correspondance entre personnages célèbres. Donc, si vous voulez les lire, eh bien, elles sont dans ces fonds d'édition soutenus par la Fondation d'entreprise La Poste. En tant que telles, elles ne sont pas conservées dans les archives de La Poste, si c'est la question. La Poste n'a pas vocation à archiver les lettres qu'elle transporte. Souvent, elles sont conservées soit dans des fonds d'archives privés, soit dans des fonds d'archives publiques, dans les fonds départementaux ou aux archives nationales, mais pas dans les séries de La Poste. Parce que, on n'en a pas parlé tout à l'heure, Benjamin, mais les postiers prêtent serment depuis la Révolution française de protection de la lettre, donc ils ne doivent pas mettre les mains dedans. Ils sont justement là pour la protéger, et donc ils ne les détournent pas en toute normalité, même si ça peut faire la une parfois des faits divers sur tel ou tel type. On voit ça dans la presse, hein, depuis aussi longtemps que la Poste existe, de postiers arrêtés par la gendarmerie ou la police ayant conservé des lettres dans leur garage ou dans des endroits secrets par maladie mentale ou malveillance, bref, mais c'est un fait qui existe. Mais ça fait partie du folklore postal des faits divers, oui. Oui, après, en fait, je pensais plutôt à des acquisitions en vue de valorisation, par exemple. Alors, non, la Poste ne met pas d'argent dans cette dimension. Les quelques lettres qu'elle peut posséder dans les collections du musée de la Poste prévalent surtout par l'adresse, la façon dont on libellait les adresses dans l'histoire. Et de mémoire, alors je ne suis pas totalement expert des fonds du musée, parce que je ne suis pas dans les collections du patrimoine, il faudra demander à mes collègues, mais il ne doit pas y avoir tant de lettres que ça, et certainement pas tant de personnages dits célèbres. On trouve les fonds ailleurs, soit édités, soit dans des fonds privés. Tu nous parles d'ailleurs du fameux serment du coup des postiers, de ne pas ouvrir le courrier et jeter des yeux indiscrets dedans.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même des histoires un petit peu de cabinets noirs ou d'espionnage liés justement au pouvoir qui aurait tenté de regarder un petit peu, de filtrer le courrier? Je vois que tu succombes aux joies de l'intrigue. Évidemment, dans l'histoire, cette notion de cabinet noir est apparue à plusieurs moments, bien évidemment. Mais il faut savoir que les postiers ne mettent jamais les mains dans le cabinet noir. Ce sont les autorités politiques ou la police qui interviennent dans le circuit postal pour retirer des lettres et les ouvrir eux-mêmes. Richelieu avait le sien, c'était pas les postiers qui intervenaient, c'était sa police secrète. Le cabinet noir, il a tellement fait d'œuvres basses et malsaines pendant l'Ancien Régime qu'en fait, le serment postal, il vient en contrepoint à ces pratiques. Le tiers-État le dépose dans les cahiers de doléances. C'est une volonté du tiers-État de voir le secret de la lettre absolument protégé par l'organisation postale et les postiers. Lorsqu'il va ressurgir sous le Second Empire, mais aussi, on peut le dénommer comme tel, lors de la censure militaire pendant la Première Guerre mondiale, ce sont ou bien les autorités militaires ou bien la police du Second Empire qui débarquent à l'hôtel des Postes de Paris ou dans un lieu postal pour soustraire des lettres au service postal et les ouvrir pour enquêter. Jamais les postiers, absolument jamais. Ça, c'est un fait. On retrouve d'ailleurs ces archives de fonctionnement assez facilement. Alors, les postiers n'ont pas le pouvoir de s'opposer à l'autorité pour retenir les dépêches, etc. Mais ils n'ouvrent pas les lettres. Alors, il y a des exemples, il y a des contre-exemples célèbres. Par exemple, à l'origine du secrétariat du Père Noël, où des postières, contrevenant à leur engagement, ont ouvert des lettres d'enfants dans leur village, sachant que ces enfants écrivaient au Père Noël pour se substituer au Père Noël et leur répondre, et ainsi permettre aux enfants d'avoir une relation avec le Père Noël. C'est à l'origine d'ailleurs de la création de ce service qui viendra… Justement, ça date de quand? Alors le secrétariat du Père Noël qui vient en aide au bonhomme, c'est 1962, et ces pratiques ont été trouvées dans les années 50 en France, ce qui permet au nouveau ministre Jacques Marette, ministre des PTT, jeune ministre, de créer ce service. Il se trouve qu'il a comme sœur Françoise Dolto, qui vient de percer dans le monde de la psychologie enfantine et qui va être la créatrice du premier texte-réponse fait aux enfants pour le Père Noël, qui va durer quelques années. Et c'est de cette fratrie qu'est née cette initiative incroyable, qui n'est pas unique au monde. Quelques postes ont des services d'aide et d'aide à la réponse pour le Père Noël dans le monde, au Canada, en Finlande, notamment parmi les plus importants. Mais en France, c'est une pratique assez originale et très clairement, pour employer des termes très anachroniques mais qui vont faire plaisir à mes collègues d'aujourd'hui, c'est de l'engagement sociétal avant l'heure. On avait évoqué tout à l'heure le logo de la Poste. Pourquoi la couleur jaune? Ça reste un des grands mystères de ma vie de chercheur. J'ai retourné quelques kilos d'archives postales pour trouver cette dimension et figure-toi que je n'ai jamais rien trouvé. Alors, d'abord parce que les PTT à l'époque avaient donné ce dossier à un affichiste. Aujourd'hui, on dirait une boîte de communication qui a disparu et, pour travailler sur et la couleur et le logo. Alors, sur le logo, on retrouve des textes, non pas de l'affichiste, mais de la pensée de l'administration. Le premier oiseau postal, il est en 5 parties pour identifier les 5 activités des PTT à l'époque. Téléphone, télégraphe, courrier, colis, services financiers. Si vous allez sur Internet et que vous voyez le tout premier logo, il a 5 parties. Pour le jaune, pas d'informations stratégiques ni de pensée. Ceux qui ont voyagé et qui voient les couleurs des postes dans le monde voient que le jaune existe, mais qu'il est loin d'être majoritaire. Souvent, le rouge et le noir dominent, un peu de bleu. J'ai lu Michel Pastoureau, l'historien des couleurs. Le jaune a des symboliques à la fois très bonnes, mais aussi très péjoratives dans l'histoire. C'est partagé. Apparemment, dans un pays d'Europe septentrionale ou semi-septentrionale comme la France, où les hivers peuvent parfois être rudes avec beaucoup de brouillard, le jaune est une couleur qui se voit. Et pour identifier les objets du service postal, les boîtes à lettres réparties dans l'espace, les véhicules circulant dans l'espace et les enseignes de la poste, eh ben, apparemment, le jaune se voit. Ça, c'est un texte théorique que j'ai en revanche trouvé. Mais aucune certitude. Mais j'avoue que ce jaune fait chaud au cœur et fait effet, en tout cas dans le paysage français, parce que à côté du logo d'une certaine marque de sport américaine et d'un fast-food américain, le logo et la couleur de la Poste sont parmi les 3 identités les plus facilement reconnaissables par les Français, régulièrement
depuis plusieurs décennies sans qu'il y ait le nom accolé à ce logo. Donc, c'est qu'a posteriori, on peut expliquer que ce choix a été gagnant. J'ai même une anecdote là-dessus. Au début des années 2000, lorsque le président de la Poste, Jean-Paul Bailly, alors en mandat, s'était posé la question de savoir s'il fallait changer le logo et la couleur de la Poste, il avait rapidement fait marche arrière parce que les études d'opinion montraient que les Français étaient ardemment attachés à ce logo. Écoute, en tout cas, merci pour cet entretien de 2 heures que tu nous as accordé. Est-ce que tu aurais quelques livres à recommander aux gens qui nous écoutent pour en savoir un petit peu plus sur l'histoire de la Poste? Et c'est bien évidemment le moment de faire ta promo. Bien sûr, mais alors il y a toutes les éditions du Comité pour l'Histoire que vous pouvez trouver en ligne sur le www.laposte.fr/CHP pour Comité pour l'Histoire de la Poste, où vous retrouverez, alors évidemment, des livres à dimension plutôt académique et de savoir universitaire, puisque c'est aussi la dimension de mon métier de publier ce genre de choses, mais qui sont pour certains facilement accessibles. Vous avez une brève histoire de la Poste, où on reprend les textes de Gene Vaillé et on les a complétés par une étude qui commence en 1945, ça n'existait pas. Vous avez une histoire du colis que j'ai commis avec l'historien du CNRS Léonard Laborie. Vous avez ce livre sur Marty qui explique le rôle de la Poste dans la façon dont, jusqu'à nos jours, la façon dont on correspond avec nos militaires sur les théâtres d'opération a été repensée dès la Première Guerre mondiale, donc jusqu'à aujourd'hui, et une foule d'articles ou de publications que vous trouvez assez facilement si vous mettez mon nom sur Google. Là, pour le coup, ça fera ma célébrité Urbi et Orbi, cher Benjamin. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin, que tu voulais dire quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui te tenait à cœur? Non, je crois qu'on a abordé vraiment tous les sujets, des plus anciens jusqu'aux plus présents, des plus polémiques jusqu'aux plus idées reçues. Je crois que c'était l'ambition que tu avais donnée à cette session et je pense que c'est assez réussi. Alors évidemment, on aurait pu parler de la Poste et sa place dans l'univers culturel des Français, la chanson populaire, l'humour populaire, le cinéma, bien évidemment, et évoquer, c'est peut-être pas un hasard que 2 des 5 plus gros cartons du cinéma français en termes de films français, et pour décor ou sinon thématique, à un moment ou à un autre, la Poste. Je veux parler bien évidemment des Visiteurs et de cette mythique scène de désossement de la 4L jaune par Jacouille et Geoffroy de Montmirail, et Bienvenue chez les Ch'tis avec ce cher Danny Boone qui, quelques années auparavant, avait dézingué la file d'attente et l'hygiaphone dans un célèbre sketch qui a marqué des générations et qui témoigne bien de cet amour vache de qui aime bien châtie bien, et de cette relation sans arrêt ambivalente entre les Français et, je le redis, cette institution. Merci encore Sébastien Richez de nous avoir accompagnés pendant 2 heures. J'espère que ça vous a plu chez vous. Et écoutez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel entretien. On remercie aussi le groupe La Poste pour ce partenariat ce soir, pour nous avoir permis de nous mettre en relation avec Sébastien et de vous proposer du coup cet échange effectivement voilà, assez direct sur toutes les thématiques. C'était plutôt cool. Merci encore, bonne soirée à tous et à très bientôt sur Nota Bene. Bonsoir à tous. Salut.